Donc l'idée, avant de donner la parole à nos trois intervenants qui sont présents aujourd'hui, je voulais revenir en guise d'introduction sur deux éléments principaux. Le premier qui a trait finalement au contexte institutionnel dans lequel s'inscrit cette conférence. Donc c'est une conférence qui s'inscrit dans le cadre de la chaire Société civile, transition urbaine et territoriale en Méditerranée. Donc cette chaire qui a été montée par Emmanuel Matedi depuis 2016 ou 2017 et qui accueille des cycles de conférences et qui est rattachée au sein du laboratoire LIEU, laboratoire interdisciplinaire environnement et urbanisme d'Aix-Marseille Université, et accueillie depuis septembre 2023 dans nos nouveaux locaux ici à Marseille, à l'Institut méditerranéen de la ville et des territoires. Donc cette chaire, elle vise à travailler, comme son nom l'indique, sur les mobilisations des sociétés civiles pour une transition sociale et environnementale et aborder ces questions de gouvernance, de participation pour observer finalement les questions de relations entre initiatives citoyennes et politiques publiques et la manière dont les deux peuvent s'alimenter, se nourrir, se co-construire. Donc c'est un peu cet objet qui nous réunit aujourd'hui, aborder la manière dont les sociétés civiles aussi participent du tourisme, du développement d'un tourisme dit plus durable. Donc ça s'inscrit bien dans les sujets portés par la chaire Société civile. Le deuxième élément d'introduction, c'était l'objet de cette conférence, donc sur le tourisme et le tourisme durable. Rappeler effectivement que le tourisme durable, les intervenants y reviendront tout à l'heure. Il y a une injonction aujourd'hui à la durabilité depuis les années 90, 2000. Aujourd'hui, c'est plutôt depuis les années 2010, 2020, une injonction à la transition écologique qui est portée par les politiques publiques. Et dans ce cadre-là, voilà, l'idée, c'est d'observer comment ça se traduit dans le champ de l'économie touristique. Et en préambule, rappeler aussi quand même que cette notion de tourisme durable qui a été promue à l'international avec la charte du tourisme durable de Lanzarote en 1995 est aussi largement critiquée, fait débat aujourd'hui, comme celle de développement durable d'ailleurs, avec cette idée que finalement on a un concept qui n'a pas forcément donné lieu à une forte opérationnalisation, une forte mise en œuvre, en tout cas dont la mise en œuvre peut être parfois critiquée. Et les courants qui ont une approche critique du tourisme durable se réfèrent notamment à l'industrie touristique portée par les mobilités, l'aérien, par notamment les transports aériens, par l'hébergement des grandes entreprises internationales qui gèrent l'hébergement et qui ont une démarche d'économie plutôt marchande, capitalistique et autour de la société de consommation. Donc il y a aussi des porteurs d'une parole critique envers le tourisme durable. Je pense au manuel de l'antitourisme de Rodolphe Christin, par exemple, à la société civile qui se mobilise avec, par exemple, le guide de l'antitourisme et l'office de l'antitourisme de Grenoble, ou encore des mobilisations habitantes, des mobilisations citoyennes, des zones à défendre qui se forment contre des projets d'aménagement touristique. Ceci étant dit, il faut toucher l'ordinateur, c'est ça, avant qu'il se mette en veille. Hop. Okay. Ceci étant dit, quand même revenir sur cette notion de tourisme en 3 temps, avant cette fois pour bientôt laisser la parole. Revenir sur les 3 défis actuels du secteur touristique. Donc les 3 grandes séries de défis. Pour moi, il y a les défis en lien avec la mondialisation de l'économie touristique. Donc ces défis-là, c'est le fait notamment qu'il y ait une croissance touristique mondiale importante ces dernières années. On est passé de 400 millions d'arrivées de touristes internationaux en 1990 à 1,4 milliard d'arrivées de touristes internationaux en 2019. Après, il y a eu la crise sanitaire, donc on s'est dit, et le tourisme dans le monde d'après, qu'est-ce que ça va changer? En 2023, les chiffres de l'Organisation mondiale du tourisme, on est revenu à 1 milliard d'arrivées de touristes internationaux. Et là, je parle des arrivées de touristes, donc des arrivées dans les pays. Il y a en plus tout le tourisme interne, national, à l'intérieur de chaque pays. Donc on a cette croissance touristique mondiale, donc ces flux de plus en plus massifs, qui sont liés à des nouvelles formes de mobilité, notamment l'aérien, je pense à l'aérien, aux vols low cost, qui permettent aussi de diffuser les flux touristiques, qui sont liés également à cette croissance qui est liée plutôt également à la nouvelle organisation des temps de travail, avec les RTT, les journées, ce qui nous permet de partir des fois plus souvent mais moins longtemps, donc ce temps libre, ce temps libéré, et également désormais le télétravail qui
participe d'une forme d'hybridation aussi entre les pratiques de travail et de loisirs et de tourisme qui émergeait déjà avant la crise sanitaire et qui a été renforcée à l'issue de celle-ci. Et enfin, peut-être dernier exemple de cette mondialisation du tourisme, c'est aussi l'industrialisation des réseaux de production et de distribution de l'économie touristique via Internet. Je pense aux réseaux sociaux qui permettent de diffuser les récits des territoires touristiques, de les mettre en valeur, de les mettre en visibilité et qui participent de la mise en visibilité des lieux et des pratiques. Également les plateformes, vous avez tous en tête, je pense, Airbnb, les plateformes de location de courte durée qui ont un peu révolutionné les manières d'habiter dans les lieux touristiques et qui engendrent aujourd'hui des volontés de canaliser, de mieux encadrer ce secteur-là. Deuxième grande série de défis, pour moi, c'est les fragilités de ce secteur, les fragilités inhérentes à ce secteur. Les premières fragilités, c'est notamment un secteur qui est sensible aux crises. On l'a vu avec la crise sanitaire, on le voit avec les crises économiques, avec les crises de sécurité liées aux attentats. Donc un secteur économique qui est en croissance, mais comme il implique la mobilité sur le territoire, de faire venir des gens sur son propre territoire, il peut être soumis à cette fragilité-là. Et on l'a vu avec la crise sanitaire pour des territoires qui étaient fortement dépendants de l'économie touristique. Donc ça peut être des communes, parfois des pays entiers dont l'économie s'est structurée autour d'une mono-activité économique, le tourisme. Et quand il y a des difficultés de ce secteur, ça remet en question toute l'économie locale. L'autre fragilité, elle est liée au changement climatique, qui n'impacte pas que ce secteur économique, qui impacte tous les secteurs économiques. Et c'est vrai que le changement climatique, en lien avec le tourisme, il y a deux éléments. À la fois, le tourisme participe du changement climatique, est un fort émetteur de gaz à effet de serre. Les dernières données de l'ADEME, c'était 11% des gaz à effet de serre qui sont liés au secteur du tourisme, en particulier aux mobilités, puisqu'effectivement, le tourisme, c'est faire venir des gens sur son territoire. Donc il y a vraiment un enjeu autour de ces mobilités touristiques. Et une activité économique du tourisme qui est fragilisée aussi qui subit les impacts du changement climatique, notamment les risques naturels, les risques feux de forêt, incendies, les risques d'éboulement, notamment parce qu'on a des activités touristiques qui prennent lieu et place souvent dans des espaces naturels qui peuvent être plus sensibles. Et en France, des études ont montré qu'il y avait 80% des communes très touristiques qui sont soumises à au moins un risque. Donc cette question des risques qui devrait arriver à s'accroître dans les années à venir est problématique pour ces territoires-là. Et on pense aussi à la ressource en eau et les pénuries de ressources en eau qui vont demander effectivement de faire des choix de gestion effectivement pour l'alimentation en eau potable, mais c'est aussi l'eau des plans d'eau, l'eau des lacs, des rivières qui sont des lieux d'activité, de loisirs et de tourisme. Et il ne faut pas que je m'approche trop près. Dernier élément concernant cette évolution, ces défis du tourisme aujourd'hui, pour moi, c'est lié à l'évolution des attentes et des pratiques. C'est ce qui va aussi plus nous concerner aujourd'hui, ce sur quoi vont revenir les intervenants en particulier, avec un besoin d'éthique, de durabilité au sens large. Peut-être que les intervenants reviendront pour définir ce concept-là, qui se retrouve dans les pratiques et aussi dans les choix d'aménagement, ce qui a amené finalement à l'arrivée de nouveaux opérateurs dans le milieu du tourisme, que ce soit en particulier dans les années 2000. On a vu apparaître l'association Agir pour un tourisme responsable en 2004, l'association d'un tourisme équitable et solidaire en 2006. Il me semble que la coopérative Hôtel du Nord, c'est 2009, si je ne me suis pas trompée. Donc voilà, dans l'émergence dans les années 2000, d'une structuration de nouveaux réseaux, de nouveaux acteurs qui viennent promouvoir d'autres formes de tourisme. Et face à l'ensemble de labels, de certifications, notamment dans l'hébergement, on voit les labels, il y a Green Globe, Gîte, Éco-Gîte, j'en avais noté Écolabel européen, donc un ensemble de labels et de certifications. Il y a la structure ADN Tourisme qui a publié en 2024 un guide des démarches et des démarches de labellisation et de certification du tourisme durable pour essayer d'éclaircir un petit peu ce réseau-là. Et dans ces nouvelles tendances, finalement, du tourisme, ça se traduit, vous avez dû le voir, ça a été mis en lumière avec la crise sanitaire, mais c'était déjà émergent avant, une série de nouvelles approches du tourisme qui se veulent plus dans la lenteur, le slow tourisme, où on va prendre le temps de l'échange,
qui se veulent plus locales, le locatourisme, le tourisme de proximité, ce qu'on appelle aussi le staycation, prendre ses vacances sur son lieu de vie. Donc il y a toutes ces tendances-là, ou également ce que certains ont appelé le tourisme hors des sentiers battus. Donc je reprends les mots de l'ouvrage de Marie Condevaux et Maria Gravari-Barbas, qui ont coordonné cet ouvrage, où c'est l'idée d'avoir un tourisme, pas forcément où on va aller voir les lieux qu'il faut avoir vus, mais faire d'autres choses, d'autres pratiques, d'autres lieux. Ce que promeut un peu finalement aujourd'hui le cyclotourisme, les vacances à la ferme, la micro-aventure près de chez soi. Donc des nouvelles pratiques qui émergent avec des nouveaux opérateurs qui viennent encourager ces pratiques-là. Et sans oublier un dernier élément, c'est que le tourisme, c'est aussi une grande partie en dehors du secteur marchand, notamment pour l'hébergement. La moitié des séjours se fait en dehors d'un hébergement marchand, dans la famille, chez les amis. Donc c'est aussi des habitants qui sont les premiers ambassadeurs des lieux touristiques, des villes, des communes qui peuvent être visitées. Donc c'est pour parler de tout ça que nos intervenants sont là aujourd'hui. Je vais excuser, avant de commencer, Agathe Cazé du PNR des Baronnies Provençales, qui était chargée de mission écotourisme, qui s'est fracturé la jambe et qui ne peut pas être présente aujourd'hui. Néanmoins, on aura quand même des intervenants pour les échanges du jour, qui vont d'abord vous faire une présentation. Chacun aura une quinzaine de minutes pour exposer sa propre pratique, les démarches qu'ils ont pu mettre en œuvre par leur structure pour aller vers cette émergence du rôle de la société civile, d'alternatives au tourisme, peut-être de critique du tourisme durable. Et pour commencer ce temps d'échange, je vais laisser la place à Prosper Vanner, qui est ingénieur sociologue, qui a fait sa thèse en sociologie sur l'hospitalité comme paradigme du tourisme, qui est gérant de la coopérative Hôtel du Nord et également qui participe à la cycle Les Oiseaux de Passage. Mais je te laisse te présenter. Merci. Est-ce que pour mettre la présentation? Oui, bien sûr. Je vais me mettre aussi. Je vais parler fort. J'ai tendance aussi à parler vite, donc si vous voyez que je m'emballe, vous pouvez me faire des signes pour que je ralentisse. Alors moi j'ai mis un PowerPoint, mes collègues en ont pas mis. Mais parce que je vais vous parler de choses qui ne sont pas forcément passionnantes, de fiscalité, d'algorithmes, de choses de ce type-là. Et du coup, c'est mieux avec un peu des illustrations à côté qui en rendent compte sur la présentation. Donc oui, j'interviens ici, j'enseigne pas loin d'ici, à l'université d'Aix-Marseille en médiation culturelle des arts. Et à côté de ça, je suis gérant d'une coopérative qui s'appelle Hôtel du Nord dans les quartiers nord de Marseille. Et membre, du coup, il y en avait une avant. Pardon. Et membre d'une autre coopérative qui s'appelle Les Oiseaux de Passage, qui elle est une coopérative qui est à la fois une plateforme de recherche. On essaye de créer d'autres formes d'intermédiation numérique entre des gens qui veulent voyager et des gens qui accueillent, mais qui est surtout une coopérative qui a été montée pour mener des travaux de recherche à partir de pratiques de gens dans, vous avez cité les réseaux ATS, ATR, tourisme social, tourisme responsable, tourisme éthique. On est membre de tous ces réseaux-là et on a développé cette coopérative pour pouvoir travailler avec des universités, faire de la recherche, ce qui explique, moi j'ai fait ma thèse que j'ai rendue il y a un peu plus d'1 an, à partir de ces pratiques, de tous ces acteurs qui pour certains sont, comme les auberges jeunesse, des acteurs qui ont plus de 100 ans et qui pratiquent l'hospitalité. Là, je vais revenir sur un projet, j'ai repris des dessins d'ailleurs de Civic City, en profitant qu'il y avait des gens avec qui on a travaillé, avec Rudy et Vera. Sur le projet Hôtel du Nord, j'ai mis 2009, parce que 2009, c'est la première fois qu'on a accueilli dans les quartiers nord. Moi, j'ai habité pendant 14 ans à Venise, et là, je suis venu avec une délégation de Vénitiens dans les quartiers nord qui voulaient voir la façon dont se travaillait la question de la mise en récit de ces quartiers-là, et depuis au moins une quinzaine d'années, à travers une conservatrice du patrimoine, il y avait tout un travail sur les collectes des récits de ces quartiers, histoire ouvrière, histoire des migrations, histoire des jardins, histoire de l'habitat social, qui était travaillé. Et avec l'idée de venir avec les Vénitiens, on est venu voir comment ils travaillaient, découvrir ces récits. On a été accueillis dans des chambres chez l'habitant, on a pu découvrir les balades patrimoniales qu'ils faisaient, les ouvrages qu'ils publiaient, les créations artistiques. De là est née une autre idée qui était de développer, j'ai mis la deuxième année, c'est 2013, Marseille, capitale de la culture, l'idée de dire, on va créer 50 chambres pour accueillir dans les quartiers nord de Marseille, 50 itinéraires pour découvrir les récits de ces quartiers, et 50 personnes et hôtes pour accueillir. C'était le pari d'Hôtel du Nord. Aujourd'hui, on est une centaine de structures et de personnes dans cette coopérative. On a une trentaine d'hébergeurs, donc auberges de jeunesse, chambres d'hôtes, gîtes, résidences pour artistes, des gens qui font des balades urbaines. On a publié une trentaine d'ouvrages. Et puis on a aussi édité des cartes postales. Vous retrouvez aussi, il y a des savonneries, des savons dans nos chambres, etc. Tout ça, c'est à la fois de l'hospitalité. Et le sous-titre, c'est Fabrique d'histoire. Donc on accueille dans les quartiers. J'ai mis 2024, puisque cette année, on appelle à des assises marseillaises de l'hospitalité.
on appelle la ville de Marseille à repenser sa politique touristique parce qu'elle a repris la main sur l'Office du tourisme et du coup, je vous en parlerai à la fin. Pour nous, c'est une année importante parce que là, on fait une proposition à l'échelle de la ville. Et ça, j'ai mis ce que moi je fais depuis. J'essaye de faire rentrer des ronds dans des carrés depuis que je travaille dedans. Les ronds, c'est les projets d'accueil des personnes qui voudraient accueillir, partager leurs récits. Et les carrés, c'est le dispositif touristique, c'est les plateformes qu'on nous propose, c'est les cadres législatifs qu'on nous propose, c'est les fiscalités qu'on nous propose pour pouvoir exercer l'accueil. Et donc, voilà, c'est l'objet de ma thèse. Ça veut dire entre ces grands discours sur le tourisme, c'est la rencontre de l'autre, ça a été dit, c'est développement durable, etc., etc. Et puis la réalité quand on exerce, qui est très différente. Et donc, la thèse a porté sur essayer de comprendre ces carrés, ces ronds. Et donc, elle a posé ce que j'appelle moi le dispositif touristique, qui est vraiment toutes ces normes, ces fiscalités. Je vais revenir avec vous sur quelques-uns de ces carrés que j'ai rencontrés et que vous devez aussi peut-être rencontrer. Le premier carré, c'est la catégorie touriste. Donc vous le voyez, il est représenté là en 1841. Ça, c'est le touriste. Et pourquoi je me suis intéressé? Parce que si on faisait un tour de table là, rapidement, on aurait chacun une définition de ce qu'est un touriste. C'est celui qui est en vacances, c'est celui qui vient travailler, c'est celui qui fait un congrès, c'est les deux. Est-ce que celui qui vient au terme, il est touriste? Est-ce que celui qui vient soigner, il est ou pas? Pour avoir des discussions, d'ailleurs, entre chercheurs, on n'a pas les mêmes définitions. Et pourtant, il existe depuis 1928 une définition bien précise de ce qu'est un touriste. Et cette définition, en 1963, elle a été reconnue par l'ONU au niveau international. Et en 2008, elle a fait l'objet d'un document qui fait 80 pages qui définit précisément ce qu'est un touriste, d'où est extrait ce document. Et vous voyez bien que quelqu'un qui est en vacances, qui visite des amis de la famille, qui vient en formation est un touriste. Par contre, il y a tous ceux qui sont exclus, des gens qui viennent travailler sur place, des gens qui viennent se soigner sur place, des gens qui viennent se réfugier, des gens qui viennent faire des études, ne sont pas des touristes. Donc il y a bien une distinction qui est très précise. Il faut 80 pages pour expliquer cette définition que peut-être vous savez, c'est qui passe plus d'une nuit, moins d'un an en dehors de son environnement habituel. Quand on la lit, on ne comprend pas très bien. Chaque terme est important. En dehors de son environnement habituel, ça permet de sortir les réfugiés, ça permet de sortir les nomades, ça permet de sortir les gens du voyage, etc., de la classification. Et si on cherche ce qu'il y a dedans, en fait, c'est tout cela, c'est ceux qui vont consommer des produits touristiques. Donc cela, bienvenue. Et derrière, ce n'est pas que de la statistique, c'est le visa. Ce n'est pas les mêmes visas pour les deux. Ce n'est pas les mêmes lieux d'accueil. Là, c'est l'office du tourisme, là, c'est les foyers de jeunes travailleurs, les résidences étudiantes, les maisons des aidants, les maisons des parents, les maisons des saisonniers. Ce n'est pas les mêmes élus qui s'en occupent. Là, c'est les élus de l'économie qui s'occupent d'attractivité. Ici, c'est les élus qui s'occupent du social et d'urbanisme. Donc on voit que ça structure quand même fortement les politiques. Et quand on exerce et qu'on accueille les deux, eh ben, on se retrouve avec pas les mêmes dispositifs. Ici, c'est de l'hébergement touristique, ça peut être du logement étudiant, ça peut être de l'intermédiation locative, ça peut être de l'hôpital hospitalier, il y a plein de dispositifs pour accueillir, mais il y a vraiment une séparation, ça c'était le premier élément, et il y a même une deuxième séparation que vous retrouvez ici, et ça a été dit au début, nationale et internationale, parce que ce n'est pas la même capacité de dépense. Donc il y a vraiment, voilà. Et aujourd'hui, il y a même cette définition, vous savez que Venise a mis en place son système de paiement. Et en fait, c'est que ceux qui viennent que la journée, qu'on appelle excursionnistes, qui viennent que sur la journée sans dormir sur place, rapportent moins que ceux qui sont là. Donc c'est vraiment un système de ce qu'on appelle de consommation déplacée. C'est autoriser ceux qui se déplacent pour consommer et contrôler les autres. Et du coup, pourquoi 1928 ? Eh bien parce qu'à cette époque-là, on est avant la crise de 29, il y a énormément de gens qui se déplacent en Europe, il y a beaucoup d'apatrides, des Russes, des Arméniens, il y a des gens qui cherchent du travail, il y a des gens qui cherchent à se réfugier. Ceux-là, il faut les contrôler. Et en même temps, c'est l'essor du Touring Club, c'est 700 000 bourgeois, docteurs, ingénieurs qui veulent voyager, qui sont prêts à dépenser à travers la voiture, le vélo. Et eux, il faut qu'on les laisse se déplacer. Si vous lisez les textes de l'époque, c'est pour aspirer leur or sur les territoires. Donc il y a vraiment cette idée d'une consommation déplacée qu'on autorise et qui structure aujourd'hui. Si vous croisez les visas dans le monde et les revenus moyens par pays, plus vous êtes dans un pays riche, plus vous voyagez. Moi, c'est 160 pays parce que je suis français que je peux visiter. Si j'étais afghan, ça serait 5. Donc c'est vraiment ça qui... Donc voilà, quand on assume cette catégorie. Donc ça, c'est le premier carré. Donc quand vous accueillez tout le monde, c'est compliqué. Le deuxième carré, c'est celui-là, c'est le confort moderne. Et j'ai repris... pourquoi 1900 ? Parce qu'en 1900, le Touring Club, donc ce club de personnes qui ont de l'argent et qui veulent voyager, on n'est plus dans les aristocrates qui faisaient le grand tour, on est vraiment dans des gens qui veulent voyager en voiture, c'est tout l'essor du guide Michelin, c'est le voyage à vélo, etc. Ils exposent à l'exposition universelle une chambre qu'ils appellent la chambre blanche, ils disent nous on veut voyager, on est prêt à dépenser notre argent, mais par contre on ne veut plus des tables communes où on mange avec tout le monde, on ne veut pas des chambres partagées, on veut des repas gastronomiques, on veut être servi à table, on veut être servi comme on est chez nous, dans un cadre bourgeois, Et donc, du coup, ils sortent un premier manuel avec le lit, comment il doit être, les toilettes, la salle de bain, l'eau courante. On est à une époque où l'eau courante, plus de la moitié des Français n'ont pas l'eau courante chez eux.
Mais on est encore dans ce rapport-là au monde. Hein. Quand on voyage touriste dans un autre pays, il faut qu'on ait la clim, l'eau courante, etc., quelle que soit la situation des habitants chez qui on est accueilli. J'ai mis 1937 parce que c'est la première inscription dans la loi, après les congés de 1936. La France adopte un classement sur la même logique. La logique est en 2022, c'est la dernière actualisation de ce classement en France avec le nouvel classement d'Atout France, qui est toujours sur la même chose. Qu'est-ce qu'on a dedans? Il faut du service et de l'équipement. Et là, je vous ai mis les étoiles. Hein. Plus c'est équipé, vous voyez quand même, pour avoir un 5 étoiles, il faut avoir 73 équipements. C'est de la télé, c'est du Wi-Fi, c'est de la climatisation, c'est du sèche-cheveux. Si vous êtes amusé à aller sur Booking, c'est la même chose. Hein. Il y a 100 critères sur Booking. Est-ce que vous voulez un sèche-cheveux? Est-ce que vous avez besoin d'un four? Est-ce que vous avez besoin... Mais c'est la même chose sur les services. Il vous faut qu'on nettoie votre chambre tous les jours. Il faut parler 5 langues. Voilà, on monte plus à des services. Par contre, ce qui est intéressant, ils ont rajouté les critères de développement durable, c'est les mêmes. Pour que vous soyez en 1 étoile ou en 13 étoiles. Mais c'est à nouveau de l'équipement. C'est une logique pas de sobriété. On pourrait imaginer que pour faire du durable, il faut plutôt être dans une logique de déséquipement et d'être plus sobre. Non, on est toujours dans de l'équipement. Et là, c'est les surfaces. Vous voyez quand même que quand vous êtes dans un 5 étoiles, il faut que la chambre fasse minimum 20 mètres carrés et les espaces collectifs 90 mètres carrés, donc le bar, le salon, le restaurant, etc. Donc on est dans... Et puis après, derrière, vous avez tout le rapport aussi au vivant. Donc ça, c'est ce qui structure les classements des plateformes, mais aussi des hôteliers. Donc quand vous êtes comme nous, des chambres dans les quartiers nord où vous proposez des salles de bain partagées, des salles à manger partagées, vous êtes une auberge de jeunesse, il y a des frigos partagés, etc., et ben vous baissez dans le classement. Quand vous faites du contributif, que vous proposez aux gens de participer à mettre la table, à organiser, ou de l'échange non monétaire, ou de l'échange non marchand d'appartements, vous descendez dans le classement. Mais aussi si vous avez du vivant, parce que là on a un rapport à l'hygiène, si vous êtes un accueil paysan, si vous accueillez chez vous, en fait vous ne pouvez pas être classé là-dessus, parce qu'on est vraiment dans une mise à distance du vivant aussi. Donc ça, c'est les systèmes de classement et qui sont toujours valables, puisqu'aujourd'hui, la France va être championne du développement durable grâce à ce nouveau classement qui continue à privilégier cette forme de classement-là. Le troisième, et j'ai remis à nouveau la plateforme qui était proposée, c'est tout ce qui est les agents de voyage. Le premier, c'est 1841, c'est Thomas Cook, hein, c'est le premier voyage organisé, vendu. Donc là, on bascule du tourisme aristocratique à quelque chose qui devient un produit pour voyager. 1954, là, c'est l'aviation aérienne qui va avoir besoin de vendre des tickets et qui va tout structurer ce qu'on connaît aujourd'hui du dispositif touristique, le fichage des clients, le revenu management. Vous savez, ces prix qui du jour au lendemain changent complètement parce qu'ils veulent vendre des sièges mais gagner plus d'argent. Donc ils vont vendre plus de confort. On n'a pas quelqu'un à côté, on a des services en plus, on vous tire un rideau derrière et on vous sert un café. Donc ils vont reprendre ce classement, mais ils vont le lier à un système d'intermédiation. Et aujourd'hui, nous, c'est ce que nous avait proposé Civic City à l'époque comme plateforme, parce qu'on voulait raconter nos récits, qui on était, pour que les gens viennent nous voir, nous découvrir. Et ça, c'est ce qu'on nous propose. Aujourd'hui, si vous voulez vous présenter, et surtout là, on nous interdit, je ne sais pas si vous savez, j'ai mis Booking qui est quand même la plus grosse. Booking, on n'écrit aucun texte. On coche des cases, et ça écrit automatiquement le texte. Et surtout, vous n'avez pas de contact direct. Une fois que vous réservez, le contact se fait avec la plateforme. Mais voilà, comment vous négociez à des gens, comment vous expliquez qui vous êtes, comment vous adaptez votre accueil, si c'est un étudiant, si c'est une femme enceinte, si c'est quelqu'un qui vient travailler, ce n'est pas possible. Et tout ça est automatisé, mais c'est la même chose sur Airbnb, et c'est la même chose aussi sur les sites d'office du tourisme, il y a rarement le contact direct, et on est réduit en fait à une prestation de service sur quoi? Sur du confort. Ça, c'est du confort, la notation, c'est du confort, le classement, c'est du confort, donc voilà, vous êtes déclassé. Et l'intermédiation, nous, on dit que c'est une relation sans relation. Ça crée de la relation, c'est vrai, mais on a une relation plus avec la plateforme qui conserve les historiques, nos mails, nos numéros de téléphone, mais pas avec la personne qui accueille. Aujourd'hui, ça va, ou même quand vous êtes dans un Airbnb qui a construit un imaginaire sur l'accueil, vous avez affaire des fois à une boîte à clés pour vous accueillir et à un appartement qui est vide, qui est une chambre blanche, qui est vidé de tout ce qui serait des traces de ce que nous on appelle une plateforme qui est poétique, qui permet à chacun de se singulariser, etc. Mais ça, pourquoi c'est fait aussi? Parce que ça permet de nous mettre tous en compétition entre hébergeurs, entre territoires. Ça permet de comparer. Quand on réduit quelque chose à quelque chose de simple, si vous êtes singulier, vous n'êtes plus comparable. Donc ça, c'est les carrés auxquels, il y en a d'autres, hein, mais c'est 3 carrés, la catégorie touriste, le classement sur le confort et cette forme d'intermédiation qui fait que nous, on ne pouvait pas exercer notre métier comme on l'entendait pour accueillir dans les quartiers nord. Mais il y a d'autres incidences qui dépassent nous, les quartiers nord. S'il y avait des gens qui avaient envie de fonctionner comme ça, sur ce type de classement, sauf que c'est très poussé aussi par les politiques publiques et par les plateformes. Ça, c'est la croissance du nombre d'hôtels 4 étoiles entre 2009 et 2020. Les chambres cassées 4 et 5 étoiles, c'était que 10% de l'offre. Aujourd'hui, c'est 25% de l'offre. À Marseille, c'est 40% de l'offre. Ça veut dire qu'il y a vraiment une montée en gamme. Et aujourd'hui, si vous voulez avoir accès à des financements publics, il faut monter en gamme. Donc ça veut dire que nous, Hôtels du Nord, on pourra avoir des financements publics, mais pour s'équiper plus, pour avoir plus de services. Et donc, vous voyez, il y a vraiment cette logique de montée en gamme.
Et derrière, les nuitées d'hôtel, quand on monte en gamme aussi, c'est de plus en plus cher. Aujourd'hui, à Marseille, une chambre, c'est 100 € en moyenne, 200 € en 4 étoiles. Il vous faut de plus en plus élargir votre bassin de gens, donc de plus en plus d'international. Donc, dès que vous basculez aux 4 étoiles, vous êtes sur du 50-50. Plus de la moitié des gens sont étrangers. Et quand vous passez à du 5 étoiles, là, vous êtes aux 2/3 de la clientèle qui est étrangère. Et ça, c'est quelque chose qui s'accentue, en fait, si on lit l'historique. Plus ça va, plus l'hébergement touristique dépend de l'international. Et ça, pourquoi ça pose problème? Parce que, ça a été dit, hein, aujourd'hui, l'impact du tourisme, 75%, c'est le transport. Alors moi, j'ai mis 8%, c'est 11% suivant l'ADEME, il y a des chiffres qui varient, mais c'est énorme la contribution du tourisme au réchauffement climatique, au dérèglement climatique. Et donc, c'est 75% et donc 40% à cause de l'avion. Donc, c'est bien un hôtel qui fait clé verte, qui va changer ses robinets, mais l'eau, c'est 0,1% de l'impact carbone d'un hôtel. L'avion, c'est 40%. Donc, on voit bien qu'il y a des échelles de mesure. Transformer tous les hôtels de Marseille en clé verte, tant mieux, mais ça n'aura pas d'impact si derrière, on continue à développer une stratégie où le modèle économique est basé sur l'international. Et donc, l'ADEME recommande 2 choses, des séjours moins loin et de la sobriété. Des espaces plus petits, moins équipés. Donc on voit bien que le classement, lui, va complètement à l'inverse. Et la deuxième chose aussi, c'est la difficulté aujourd'hui à voyager. Les Français voyagent de moins en moins et de moins en moins longtemps. Pourquoi? Ça, c'est la courbe de l'évolution du coût de la vie et ça, c'est la courbe de l'hébergement. Mais je pense que vous vous rendez compte vous-même. Quand on voyage, un hôtel aujourd'hui, c'est compliqué de se le payer. C'est ce qui d'ailleurs favorise la location courte durée. Mais c'est la même chose dans les restaurants, etc. Et en bas, vous avez l'évolution du taux au départ en France. Hein, c'est Crédoc. Vous voyez qu'à partir des années 2000, ça décroche. Ça veut dire qu'avant, on avait un progrès du nombre de gens qui pouvaient partir, aller en vacances, etc. Et à partir de là, on a quelque chose qui stagne et même voire qui chute. Ça veut dire que les Français vont de moins en moins en vacances et de moins en moins longtemps. Il y en a même 1 sur 2 qui ne part pas en vacances. Donc on voit que ce modèle-là, il a quand même des limites. Et donc Marseille touristique, nous on s'est intéressé à la situation juste sur Marseille en soi. Donc on peut dire que Marseille c'est un succès. Moi j'ai quitté Marseille, personne ne voulait y venir. Je suis revenu, c'est une destination touristique où tout le monde veut aller. À l'inverse, je suis arrivé à Venise où tout le monde rêvait d'y aller. Et aujourd'hui, c'est présenté comme la ville cauchemar. Donc on voit qu'en pas longtemps, les contextes peuvent changer. Mais voilà, les retombées, ça a été multiplié par 2. Même maintenant, on est à 5 millions. La taxe de séjour, on va arriver à 10 millions, je pense, de collecte cette année. L'aéroport, voilà, ça a augmenté par 2. La location courte durée aussi a fortement augmenté. Les résidences secondaires aussi. Ça, c'est un phénomène dans le tourisme qui met une pression très forte, c'est l'explosion des résidences secondaires. Ça veut dire que les gens qui ont les moyens maintenant habitent le monde. Ça a été dit avec le télétravail, mais ils ont une maison à Paris, ils ont une résidence secondaire ailleurs, voire ils en ont une 3e et ils se payent des week-ends dans une 5e. Donc il y a aussi des gens pour qui le monde est de plus en plus à disposition et d'autres pour qui il est de moins en moins. Et les hôtels de luxe à Marseille, je vous l'ai dit, 40% aujourd'hui. Les hôtels 1 étoile ont disparu. Il y en avait 1000 il y a 10 ans, il n'y en a plus que 100. Et on est passé aujourd'hui à 3000 à peu près de chambres 4 étoiles, à nombre d'hôtels équivalents à Marseille. Les restaurants aussi, hein, je ne sais pas, moi il y a des restaurants où j'allais quand je suis parti de Marseille, je n'irai plus aujourd'hui, les prix sont plus... il y en a 100 maintenant qui sont classés dans le Gotemio. Et l'investissement, alors je disais l'aéroport, du coup il faut les remplir ces hôtels et ces restaurants, du coup il faut développer l'aéroport. Et donc là il y a un projet d'aéroport de faire passer de 10 à 14 millions d'euros l'aéroport, c'est 25 000 vols en plus. Mais c'est ça la condition pour continuer. Ça veut dire aussi des grands événements comme là, les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de rugby. Il faut développer des choses pour attirer ces personnes, pour remplir ces hôtels et ces restaurants, et même ces lieux culturels qui aujourd'hui ont construit leur modèle économique sur l'international. Et donc ça devient quand même un sujet de préoccupation. Ça va être construire à l'international. D'ailleurs, vous verrez une lutte même des institutions contre les bateaux de croisière. Vous ne verrez pas des institutions ou des professionnels se positionner par rapport aux aéroports. Je veux dire, voilà, leurs modèles économiques sont aussi de plus en plus dépendants de ces flux internationaux. Donc on s'est intéressé aussi qui ignorait ces stratégies-là, qui n'étaient pas pris en compte. En fait, il y a déjà beaucoup de touristes. Il y a tous ceux qui partent. L'aéroport de Marseille, on nous le vend pour 10 millions de passagers. En fait, il y en a 7 qui partent. Donc c'est un aéroport qui fait plus partir de monde. Et plus on augmente, plus les Marseillais partiront. Là, ils viennent d'ouvrir une ligne sur Shanghai. Voilà, déjà, ça veut dire... L'idée, on va nous dire que ça fait venir des Chinois, mais ça fait aussi l'aéroport de Marseille fait partir 2 fois plus de monde qu'il n'en fait venir. Donc du coup, est-ce que comme la région Occitanie a développé l'Occitour, un guide pour que les gens voyagent aussi à proximité, ça a été dit, redécouvrent leur territoire et justement on sort des spots où on met en avant que des spots pour des gens qui viennent passer 1,6 jours en moyenne à Marseille, mais on commence à valoriser la diversité des récits, des territoires et qu'on peut voyager même à proximité et rencontrer de l'altérité à proximité. Donc il y a tout cela. Les Maghrébins, c'est les premiers à arriver à l'aéroport de Marseille, Maroc, Tunisie, Algérie. C'est les premiers à dépenser, c'est les premiers à rester. Vous les retrouverez dans aucune stratégie touristique de la ville. Pourquoi? Parce qu'ils sont qu'1% allés à l'hôtel. Ils sont logés dans leur famille, ils sont dans d'autres lieux. Donc ce n'est pas des clientèles aussi qui sont considérées dans les stratégies touristiques.
Et pourtant, il ne faut pas oublier qu'à Marseille, quand il y avait Belzunce dans les années 70, c'était 700 000 personnes qui venaient chaque année dans Belzunce, dans tous ces hôtels et ces commerces. Mais dans l'imaginaire marseillais, ce n'était pas une période touristique. Ça montre aussi la façon dont on perçoit qui est touriste et qui ne l'est pas. Le non-marchand, non, la reprise à Marseille, tous nos voisins, alors ça, oui, avec le Covid, c'est eux qui ont relancé. Hein. Marseille est arrivé en 2020 au même niveau de retombée économique grâce aux domestiques. Par contre, ce n'est pas les mêmes personnes qui en ont profité. Ce n'est pas les hôtels 4 étoiles et ce n'est pas les restaurants gastronomiques, c'en est d'autres. Donc ça pose la question d'un choix politique au service de qui on veut développer une stratégie touristique. Le non-marchand, 2 Français sur 3 qui voyagent, tu l'as dit, dans du non-marchand. Il y a des gens qui ont fait des études, en fait, ils ont autant de retombées économiques que ceux qui voyagent dans le marchand. Par contre, c'est vrai que ça ne bénéficie pas forcément aux acteurs du tourisme. Sauf que qui a autour de la table aujourd'hui de l'Office du tourisme et qui décide de l'utilisation des 8 millions de taxes qui sont collectées, c'est les acteurs du tourisme. Donc c'est eux qui orientent aussi la stratégie d'attractivité de la ville de Marseille. Puis après, il y a tous ceux qui ne partent pas. Voilà. Et ça, par exemple, en Occitanie, ils ont sorti l'Occitour avec les week-ends, le train est à 1 €. Et surtout, les gens ont une carte et les familles défavorisées, sur cette carte, ont des crédits pour pouvoir se payer des activités, des hébergements. Donc ils travaillent vraiment aussi dans la logique de pouvoir faire voyager ceux qui ne voyagent pas. C'est vrai que c'est une des questions sur l'étude de l'aérien qu'on avait posée. Est-ce qu'il faut faire voyager de plus en plus ceux qui voyagent déjà beaucoup ou est-ce qu'il faut peut-être faire voyager ceux qui ne voyagent pas? C'est un choix aussi de politique publique. Et puis après, il y a encore plus énorme, tous ceux qui viennent, les accueillis et accueillants qui ne comptent pas. Les étudiants à Marseille, il y en a là, je ne sais pas d'où vous venez, mais il y en a 100 000 à Marseille, il y en a 40 000 qui ne sont pas marseillais, qu'il faut loger. Moi, j'enseigne et je sais que c'est un des problèmes de mes étudiants, c'est le logement. C'est de pouvoir payer son loyer. Donc quand on ne peut pas le payer, ça veut dire qu'on bosse le soir, etc. Mais les étudiants, ce n'est pas que du logement, c'est aussi, ils font des stages, ils ont une activité culturelle, etc., etc. Et maintenant, il y a des villes où des étudiants ne vont plus, comme La Rochelle, parce qu'ils savent que ça va être trop compliqué de se loger. C'est tous les apprentis. Il y en a 36 000 à Marseille. Là, on va arriver à 50 000. Il y en avait moins de 10 000 il y a quelques années, parce que la politique de l'État, c'est d'arriver à 1 million d'apprentis. Et ça veut dire que tout ça, ça sert aux artisans, etc. Moi, je l'ai vu à Venise. Les artisans, on disait que le tourisme de luxe allait leur permettre d'acheter de l'artisanat, mais si eux, ils ne peuvent pas loger d'apprentis, ben, c'est plus la peine, ils ne peuvent plus produire. Donc, ils n'ont même plus de choses à vendre. Donc, c'est aussi les aidants à Marseille. Il y a 120 000 personnes qui arrivent à Marseille pour aller dans les hôpitaux, dans les cliniques, etc. Beaucoup qui viennent de Corse, d'autres régions, pour faire un examen. Nous, on accueille les femmes qui sont à plus de 45 minutes, les femmes enceintes de l'hôpital nord de Marseille, pour qu'elles soient à proximité. Mais tout ça, c'est un dispositif, une coopération avec l'hôpital. Les mises à l'abri, il y a un décompte qui sort d'hier. Il y a 16 000 SDF à Marseille, personnes qui ont été amenées à dormir à la rue. Et le premier lieu d'accueil des SDF en France, à Marseille ou à Paris, c'est l'hôtel. D'ailleurs, c'est le problème des Jeux Olympiques. Il y a 50 000 personnes mises à l'abri chaque nuit dans le Grand Paris. Où c'est qu'ils vont aller pendant les Jeux Olympiques? Et bon, après, c'est toutes les femmes battues, les mineurs isolés, c'est toutes les entreprises, nous, des quartiers nord. Il y a 4 500 entreprises qui accueillent des stagiaires, des gens en formation, des gens avec le télétravail, des gens qui viennent qu'une semaine par mois. On n'a même pas de carte à leur donner. Il n'existe pas de carte touristique des quartiers nord de Marseille toujours aujourd'hui. Parce que c'est pensé en destination des touristes. Et puis après, il y a tous ceux qui arrivent, qui viennent s'installer. Nous, on accueille pas mal dans nos chambres des étudiants qui arrivent à Marseille et qui ont besoin, qui n'ont pas encore trouvé d'hébergement, ou alors qui attendent que les touristes s'en aillent fin septembre pour récupérer leur appartement. Parce qu'il y a ça aussi. L'allongement des saisons, qui est la stratégie de la ville de Marseille, ben, quand on commence en juin, qu'on finit en octobre, où vont les étudiants qui avant allaient dans ces appartements? Donc tout ça. Et pourtant, il y a une chose, ils payent la taxe de séjour la plupart. Tous ces gens qui viennent travailler, qui viennent étudier, qui viennent comme aidants, quand ils logent dans des hébergements, ils payent la taxe de séjour. Mais ils n'ont pas le droit à des cartes, ils n'ont pas le droit à des services, ils n'ont pas le droit à une page bienvenue à l'hôpital qui leur explique comment ils pourraient faire. Donc voilà. Et donc, Marseille hospitalière, c'est pour ça que nous, on sort du mot tourisme. On pense que voilà, il a été construit à un moment, il y a un siècle, avec une façon d'imaginer le monde et de penser l'organisation du monde, et qu'on peut essayer de le mettre un peu plus solidaire, un peu plus durable. On a identifié à peu près 60 trucs où on essaye de lui rajouter quelque chose à côté pour le qualifier, parce qu'il est compliqué à qualifier, mais en réalité, il faut dire pourquoi ça a été construit et pourquoi ça a été fait. Donc on parle d'hospitalité, et du coup, on pense que voilà, une donnée qui est intéressante, qui a été calculée, un lit en auberge de jeunesse, il a un impact 4 fois moins sur le climat qu'un lit d'hôtel. C'est énorme. Pourquoi? Parce que les espaces sont partagés, parce que c'est contributif, et en plus, c'est accessible au niveau du prix. Marseille a fermé une de ces 3 auberges de jeunesse il y a 2 ans. Il y en a une nouvelle qui est ouverte dans les quartiers nord, mais qui est petite. C'est des gens qui contribuent à l'économie locale. Voilà, les étudiants qui viennent habiter à Marseille, ils ne vont pas concurrencer, ils ne vont pas faire monter les prix des restaurants et de l'hébergement. Donc on est bien dans des gens qui contribuent à l'économie locale. Et moi, quand j'habitais à Venise, heureusement qu'on avait les étudiants qui consommaient dans les mêmes commerces que nous. Ça permettait aux commerces de tenir. S'il n'y avait plus les étudiants, on n'aurait plus des commerces de proximité. Et puis après, c'est
C'est aussi plus sobre, c'est des gens qui viennent de moins loin, c'est des gens qui viennent plus longtemps, c'est des gens qui vont dans du transport en commun, ils n'ont pas besoin d'avoir de transport privatif. C'est des gens qui acceptent d'être dans des chambres qui font moins de 20 mètres carrés, alors qu'ils vont y rester plus longtemps. C'est des gens qui acceptent de dormir dans une chambre qu'on ne va pas nettoyer tous les jours. Il n'y a que dans le tourisme on se fait nettoyer sa chambre tous les jours. Mais voilà. Et puis après, c'est une question de dignité. Qu'est-ce qui justifierait, et je pense que c'était le flagrant quand il y avait la Coupe du Monde de rugby, vous aviez à la fois ce village de bienvenue sur le Vieux-Port et des gens qui dormaient sur les marches de l'hôpital de la gare et qui arrivaient par vagues. Donc pourquoi il y en a qu'on accueillerait de plus en plus, de mieux en mieux en montant en gamme, et d'autres qu'on accueille de moins en moins bien. Donc voilà. Et donc la majorité des Français, surtout, sont déjà dans les recommandations de l'ADEME. Hein. 80% des Français voyagent en France et le reste du monde. Quand tu as dit 1,5 milliard de personnes qui voyagent dans le monde, en fait, c'est 250 millions de personnes, c'est tout. Parce qu'en fait, une famille de 5 Belges qui vient tous les mois faire un week-end en France, l'OMT la compte à chaque fois. Donc c'est sûr que quand ils annoncent 1,5 milliard, on a l'impression que tout le monde a accès aux vacances. Mais non, il n'y a que 250 millions de personnes qui voyagent dans le monde librement. Et la réalité est qu'en fait, que 10% des gens prennent l'avion et 1% représentent la moitié des vols. Donc on a très peu de gens en fait, qui ont accès aux vacances, si on regarde à cette échelle encore du monde aujourd'hui, qui peuvent se permettre de voyager. Et j'ai fini presque. Et donc nous, ce qu'on propose à la ville de Marseille, je vais commencer par le dernier, on dit, ben voilà, vous êtes passé de 2,5 millions de collectes de taxes de séjour à 8 millions et sûrement 10 millions l'année prochaine avec les Jeux Olympiques. Et ben, tous ceux qui payent la taxe de séjour, qui n'ont pas le droit à des services, nous on réclame 1 million d'euros par an pour accueillir dignement ces personnes et pour faire 3 choses. Poser des assises théoriques, donc collecter, savoir qui vient, où ils dorment, quels sont les dispositifs, qui les accueillent, quelle est aujourd'hui la situation des CROUS, des foyers de jeunes travailleurs, des maisons des aidants, quels sont les dispositifs qu'ils mettent en place. Donc là, c'est un travail plutôt théorique, de recherche, de documentation et de partage d'informations. Tenir des assises inclusives, penser l'avenir de l'hospitalité à Marseille, mais pas qu'avec les hôteliers et les restaurateurs autour de la table, avec tous les gens qui doivent accueillir. Et surtout, derrière, renforcer les assises de l'hospitalité. Ça veut dire quand quelqu'un qui est une auberge de jeunesse, un hôtel ou un hébergeur comme nous a envie d'accueillir une diversité de personnes, et c'est lié aussi à des questions de résilience économique. Hein. Quand on ne construit son modèle qu'à l'international, à chaque fois qu'il y a une crise, on est en grande difficulté. Là, ceux qui ont le mieux tenu pendant même la période pandémie, c'est tous ceux qui avaient qu'accueilli une diversité de personnes. Et c'est aussi une question de qualité de travail. Quand on accueille que des touristes, on est sur du séjour d'1,6 jours, je disais. Donc on fait du check-in, check-out. Et on est dans un secteur où des gens ne veulent plus travailler. On est quand même dans un secteur où il y a une grande démission. Il y a des gens qui préfèrent accueillir longtemps, mixer, pour aussi avoir une qualité de relation. Donc permettre à des gens qui ont envie de faire ça, au lieu d'être déclassés dans les classements, d'être au contraire accompagnés, renforcés, formés. Vous dire, voilà, si vous avez envie d'accueillir des jeunes travailleurs, c'est ça le dispositif, voilà le tiers de confiance. Si vous avez envie de travailler à l'hôpital, voilà le dispositif. Et ils peuvent continuer à accueillir des touristes, on peut continuer à voyager. C'est pour ça qu'on dit que c'est un enjeu, en fait, il est à notre portée. Il y a déjà des acteurs qui font ça, il y a déjà des dispositifs, il y a déjà des données. Mais par contre, c'est un choix aujourd'hui de politique publique que de sortir des carrés. C'est pour ça que nous, on invite à penser en dehors de la boîte touristique, de la façon dont le dispositif a été pensé. Et ça, c'est... Voilà. Merci pour cette belle présentation. Peut-être qu'on peut donner le temps de quelques questions directement après chacune des interventions, si jamais ça. C'est dur de lancer. Pour le temps que vous trouviez votre question, moi je voulais vous remercier aussi pour l'intervention qui a permis de mettre en lumière plusieurs éléments, effectivement, sur cette question d'équité sociale, de justice socio-environnementale. C'est vrai que voilà, dans les ouvrages, on voit que c'est 14% de la population mondiale qui voyage, en fait, qui prend l'avion et qui part à l'international. Donc ça reste un départ en voyage en vacances qui est relatif. Et en France aussi, tu l'as dit, c'est 25% qui ne partent pas au moins une nuitée et 35% qui ne partent pas 4 jours. Donc en fait, l'exemple de l'Occitanie est assez intéressant. On voit que c'est un choix de politique publique. Et leur volonté aujourd'hui, c'est de revenir sur un tourisme social, de permettre à ceux qui ne partent pas. Leur idée, c'est qu'on arrête de chercher les gens à l'international qui font qui émettent des gaz à effet de serre, mais plutôt comment on va chercher les 35% qui ne partent pas en vacances pour leur permettre de voyager en proximité en le rendant plus accessible. Donc je trouve que c'est des belles initiatives comme celle que vous portez avec Hôtel du Nord, et se poser la question de redéfinir le tourisme et de l'aborder en termes d'hospitalité et de personnes qu'on accueille, c'est aussi une vision intéressante. Et comment réagit la ville de Marseille, qui a fait ses assises, notamment dans lesquelles le tourisme était un volet important. Je peux dire, tu as cité tout à l'heure ADN Tourisme, je ne sais pas si vous voyez, c'est le réseau de tous les offices du tourisme, offices départementaux du tourisme.
Après le Covid, quand même, cette question elle est devenue un peu forte parce que beaucoup de gens ont souffert de l'arrêt de l'international. Et puis, même le secteur lui-même n'arrive plus à loger ses propres salariés, les saisonniers. Là, on est en train de mettre des containers, des tentes, on essaye de les mettre un peu comme on peut, d'ailleurs dans un confort qui est moins bien que ceux qu'on va accueillir. Hein. Donc, et ADN Tourisme, en fait, l'année dernière, nous a proposé d'organiser sa journée sur l'hospitalité. Donc de poser ces questions-là, mais pour la petite histoire, on l'a fait à Tours. Et à Tours, il y avait l'Office du tourisme, et il y a le plus vieux foyer de jeunes travailleurs de France qui a été créé en 1946. Le directeur de l'Office du tourisme n'avait jamais traversé la rue pour aller voir le foyer de jeunes travailleurs et discuter avec lui de qui il accueillait, des besoins, etc. Donc ça donne aussi comment chacun, là où il est, ne voit pas comment, qui accueille, quels sont les besoins, etc. Par contre, les professionnels, eux, sont déjà dans des accueils un peu de ce type-là. Et puis après, ça va au-delà, ça demande comment on pense une ville. Est-ce que c'est le territoire qui est au service du tourisme, ou c'est le tourisme qui vient renforcer une économie locale, des services publics, et du coup qui se pense lui-même comme hospitalier. Mais donc ADN Tourisme, il y a eu plutôt une demande, mais après, si vous lisez le compte-rendu qu'ils en ont fait, nous, ils nous présentent comme le scénario 4, et nous, ça serait le repli sur soi et le communautarisme. C'est quand même là-dedans qu'ils ont réussi à nous mettre. Alors que, quand je vous disais, derrière, vous regardez le titre, c'est le droit au voyage, c'est bien la question pour nous, elle est fondamentale. Il faut continuer à pouvoir voyager, à rencontrer l'autre, etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ces formes de voyage qu'on nous propose, de court séjour, etc., sont vraiment des formes de rencontre de l'autre, etc. Et même une des propositions, c'est qu'on réserve les vols à l'international plutôt à des jeunes, puisque je ne sais pas si vous savez, depuis 1946, les accords de Chicago, l'aérien n'est pas soumis à des taxes ni sur le carburant, ni sur les vols, au nom de la paix dans le monde. Donc c'est pour ça que vous payez des billets à 18 €, parce qu'aucun État ne peut imposer des taxes sur l'international à l'aérien au nom de la paix dans le monde. Et bien, prenons-le au mot, la paix dans le monde, faisons des séjours qui favorisent vraiment la rencontre de l'autre. Mais aller se payer 10 jours de vacances au bord de la mer, en quoi ça favorise la paix dans le monde? Je veux dire, il n'y a pas d'études qui ont prouvé que de prendre l'avion, ça favorisait la paix dans le monde. Donc voilà, c'est aussi... donc, il y a une envie, il y a une écoute. Moi, je dis que ça a complètement changé depuis avant et après le Covid, hein, je le vois. Bon, je suis invité ici, parce que ce n'était pas forcément le cas de pouvoir parler face à ces acteurs du tourisme. On disait, oui, mais ça, c'est du social. Mais c'était la même chose aussi dans les acteurs du social qui disaient, moi, ça ne nous regarde pas le tourisme. Aujourd'hui, le lien, quand même, avec la difficulté à loger les étudiants, la difficulté à loger les apprentis, la difficulté à loger les gens qui viennent, même les hôpitaux n'arrivent plus à loger leur personnel, etc. Les gens commencent à faire le lien. Et puis même la difficulté des habitants à se loger en même, on le voit avec la location courte durée. Donc c'est peut-être pas que notre propos intéresse plus, mais c'est que la situation devient quand même de plus en plus tendue. Et que du coup, ça oblige à penser un peu en dehors, peut-être avant où on essayait de rendre ça un peu plus durable. Puis je vous ai enlevé la slide sur tout ce qu'on nous propose aujourd'hui qui ne marche pas. Le tourisme 4 saisons ne marche pas, les quotas ne marchent pas, le tourisme plus responsable ne marche pas. Il n'y a aucune étude qui montre, et c'est ce que nous propose... Alors je ne vais pas aller contre la ville de Marseille, mais le nouveau schéma qu'a proposé la ville de Marseille, c'est du 4 saisons, c'est des quotas, et aucune de ces structures ne marche pas. Mais pourquoi ils sont pensés par les acteurs du tourisme? Le 4 saisons, c'est bien, c'est j'allonge la durée où je vais accueillir des gens. J'ai qu'un intérêt à faire ça, quoi. Le mieux réparti sur le territoire, c'est pareil. J'ai plus d'opportunités pour ouvrir du Airbnb. Mais en quoi, moi je l'ai vu sur Venise, en quoi faire du 4 saisons, ça va empêcher les gens de venir en juillet-août à Venise? Pas du tout, quoi. Ils continuent à venir, puis en plus, ils viennent les autres mois, quoi. Ou c'est pareil, quand vous élargissez les quartiers, ils continuent à venir voir Saint-Marc, et en plus, il reste un jour de plus pour venir dans les quartiers où avant, ils ne venaient pas. Donc il y a quand même, ça devient un sujet de débat, mais honnêtement, là, si vous regardez quand même les numéros de vol, de retour de vol, les stratégies touristiques, on repart quand même dans le scénario à l'international. Et là, je disais aujourd'hui, j'ai lu, la ville de Marseille est super contente parce qu'il y a une ligne qui vient d'ouvrir avec Shanghai. Et que l'argent de la taxe de séjour va servir à couvrir Shanghai de publicité sur Marseille. Prosper, encore 3 minutes. Tu peux raconter l'histoire des oiseaux de passage? C'est-à-dire comment c'est né, pourquoi et qu'est-ce que vous faites? Les oiseaux de passage, c'est né un peu de ces constats-là. Et en fait, après 2013, jusqu'à 2013, on n'a pas eu besoin du tourisme. Parce qu'on avait la capitale de la culture qui faisait de la communication sur nous. Il faut savoir, je vous dis, on n'a pas de carte des quartiers nord de Marseille. Et avant, l'Office du tourisme ne voulait pas nous mettre sur leur page. On y est depuis 2 ans sur les pages de l'Office du tourisme. Ou alors on avait le droit, mais on n'avait pas le droit de dire qu'on était une coopérative, on n'avait pas le droit de dire qu'on s'appelait Hôtel du Nord, on n'avait pas le droit de dire qu'on avait le droit. Mais c'est toujours cette idée de pouvoir être en comparaison. Donc c'est assez nouveau pour nous. Donc quand 2013, l'année capitale de la culture, c'est fini, on s'est posé la question de dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va travailler avec les gens du tourisme? Ou comment on fait pour continuer à être visible, à être connu, parce qu'on avait des reportages, etc. Et donc on a interpellé d'autres acteurs à l'échelle nationale, des acteurs de la culture, du tourisme, etc., pour dire est-ce qu'on est les seuls à avoir une difficulté à se faire connaître et à exercer notre métier avec les plateformes, avec les offices du tourisme. Et là, il y a plusieurs acteurs qui ont répondu oui.
Et du coup, on a créé les oiseaux de passage avec cette plateforme que vous pouvez voir qu'on a construite avec Civic City, hein, avec sur le design. Et si vous y allez, vous allez entendre la voix des gens, vous allez voir des dessins, vous allez voir des différentes langues, vous allez avoir de la poésie. Vous allez, voilà. Et l'idée pour nous, c'est que c'est ça qui va vous donner envie d'aller voir des gens, plutôt que du stress marketing qui vous dit attention, il n'y a plus que 3 chambres, il y a 1600 personnes qui sont en train de regarder avec vous, etc. Donc les oiseaux de passage sont nés dans l'idée de comment on pouvait, et une plateforme qui dit bienvenue à tout le monde. Donc ça, mais derrière, on s'est aperçu qu'en faisant ça, ça allait être compliqué. Il fallait réinventer ou reprendre des choses qui existaient déjà et mieux les accompagner, d'où toute la dimension recherche. Ce sont les habitants qui se réapproprient le tourisme. Habitants au sens large, hein, des savonniers, des guides, des gens qui ont des chambres d'hôtes. En fait, il y a plein de gens qui ont envie d'exercer bien leur métier et qui l'exercent bien. Mais sauf qu'on est invisibilisé. Je vous disais, nous, Hôtel du Nord, on n'a pas de carte pour proposer. On n'est pas sur le site. Et si on se met sur Airbnb, on descend dans les classements, parce qu'on n'est pas dans les classements que je vous ai dit. Donc, on nous pousse plutôt à aller vers de la montée en gamme. Je vous ai monté le chiffre. Si on veut avoir des financements de l'ADEME pour faire la transition écologique, c'est des financements à mettre des robinets économiseurs d'eau, à mettre des panneaux solaires. C'est bien. Mais si on parle, on dit, ben non, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de la sobriété, etc., vous avez 0 financement. Nous, on a déposé 5 dossiers auprès de l'ADEME quand ils ont fait leur appel. Il n'y en a aucun qui a été retenu. Parce qu'on était sur de la sobriété, sur d'autres formes, sur du rapport à la nature, sur des rapports plus culturels. Donc, les autres passages ont été montés pour faire de la recherche aussi et pour faire ce que je suis en train de faire là. Donc documenter, argumenter, avoir des chiffres. Et aujourd'hui, on est une vingtaine. Vous avez autant des réseaux comme les Accueils Paysans, les Auberges de Jeunesse, mais aussi des réseaux de la culture comme la Fédération des Arts et Musiques Traditionnelles, des chercheurs qui sont membres des oiseaux de passage. Et ensemble, on monte. Après, ça reste une petite structure, hein. Il y a une quarantaine de communautés d'hospitalité à monter dessus. On essaye de documenter et de produire des travaux de recherche et d'essayer d'amener à penser en dehors du dispositif touristique. Parce qu'on pense que c'est pas parce qu'on va le rendre plus éthique, qu'on va on va changer 2-3 choses que, en fait, derrière, dans le fondement même, nous, on pense qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à qui on met à disposition le monde à travers ce dispositif-là. Du coup, on choisit aussi de ne pas le mettre à disposition d'autres personnes. Et c'est pour ça qu'on parle du droit au voyage, le droit de toutes les personnes à voyager et à être accueillis dignement. Donc c'est ça les oiseaux de passage. Après, très concrètement, pour finir, c'est une plateforme, je vous invite à aller la voir, à faire des retours, hein. Vous entendrez la son des gens, vous verrez des choses dessinées, vous rentrerez sur des communautés, vous rentrerez sur des personnes, à un moment vous aurez des informations sur des lits, des chambres, parce qu'il en faut, vous aurez des contacts directs, vous pourrez appeler les personnes, vous verrez qu'il y en a qui font de l'échange de maisons, qui accueillent gratuitement. Nous on accueille des pèlerins dans les quartiers nord, parce qu'il y a le chemin de Marie-Madeleine qui part de Sainte-Marie et qui va depuis 2 ans à la Sainte-Baume. Quand vous accueillez des pèlerins, ils payent ce qu'ils veulent. Ils ne vont pas réserver sur Airbnb, hein, ou ils ne vont pas vous trouver sur Airbnb. Donc voilà, si vous acceptez d'être dessus, c'est pareil si vous accueillez les femmes enceintes, elles ont une date d'arrivée, elles ne savent pas quand elles vont partir. Donc voilà, il y a des formes aussi, ça c'est marqué à chaque fois. Vous verrez ça sur les autres passages. Après, il y a la dimension recherche, on partage des travaux de recherche si ça vous intéresse. Et puis après, il y a une dimension formation où on accompagne nos membres à justement faire ce travail-là, comment j'accueille plein de personnes différentes, comment je passe du confort au réconfort, comment je passe du tourisme à l'hospitalité, et comment je passe de l'intermédiation numérique à de la poésie. Donc ça, c'est des accompagnements qu'on fait, qu'on essaye de construire. Vous n'avez pas de questions, vous, par rapport au tourisme? Oui. Plus sur la méthode, je suis Audrey, je suis journaliste et je prépare un film sur le tourisme dans la région. Donc merci beaucoup pour votre intervention qui était vraiment, j'ai trouvé très intéressante. Et ma question, c'était qu'en enquêtant un peu au sens large sur le sujet, je me suis aperçue à quel point j'avais des difficultés à trouver des chiffres dans le domaine du tourisme. Et vous parliez tout à l'heure de ces chiffres qui vous avaient permis de documenter les situations et de nourrir la réflexion. Je voulais juste savoir si, pour vous aussi, c'était compliqué de trouver des chiffres sur lesquels vous vous basiez. Enfin, voilà, est-ce que ça prenait une place très importante de trouver les bons chiffres, les chiffres précis? Enfin, voilà. Vous avez vu le premier, c'est d'avoir des chiffres. C'est un secteur, le tourisme, il faut savoir que depuis l'OMT jusqu'à l'Office du tourisme, c'est un secteur qui est géré avec le privé. À l'OMT, il y a les acteurs du privé qui sont autour de la table. C'est l'organisation de l'ONU co-gérée avec le privé. En France, c'est Atout France, c'est les acteurs du privé. Et au niveau des offices du tourisme, c'est les acteurs du privé avec les élus. Donc c'est eux qui choisissent les chiffres qui sont produits, eux et les grandes plateformes. C'est les deux, et d'ailleurs même les décisions de justice de l'Union européenne sont basées sur ces données-là. Donc c'est eux qui donnent une perception de la réalité. Quand je vous dis quand ils communiquent sur 1,5 milliard, vous ne trouverez pas les 250 millions. Cette donnée, il a fallu s'amuser à couper d'autres données qu'ils avaient, mais eux ne la produisent pas. Donc ils produisent un imaginaire de ce qu'est le tourisme. Et ça, ce n'est pas que moi qui le dis, hein, c'est tous les chercheurs disent que, si vous avez regardé, les données aujourd'hui sur le tourisme ne sont pas sérieuses. Elles ne sont même pas sérieuses dans la façon dont elles sont collectées.
Regardez, en 2016, la France avait perdu un poste, ils étaient en termes d'impact en nombre de milliards d'euros. Pour l'histoire aussi, la balance touristique en France, c'est le deuxième poste dans la balance commerciale française, après l'aérien. Donc ça veut dire que c'est considérable, ça permet à la France de remettre du positif à hauteur de 10 milliards dans sa balance commerciale. Donc il y a aussi il y a des intérêts derrière de ce type-là qui jouent. Elle a revu son mode de calcul en 2016, elle a gagné 10 milliards de plus. Elle a simplement dit que les Chinois, au lieu de dépenser 400 € par jour, ils en dépensaient 1600. Et boum, et personne n'a réinterrogé cette pirouette. Et du coup, la France a retrouvé sa position de troisième. Et du coup, on a pu remettre dans les journaux. Donc, il y a une vraie difficulté à produire de la donnée. Par contre, de la donnée, elle existe, mais il faut aller la chercher. Elle est produite par les foyers de jeunes travailleurs, par les CROUS. Elle commence à être de plus en plus produite, mais elle est compliquée. Du coup, le premier pour nous, et on a publié un article dans Mars Actu où on a partagé ces données-là. Quand je vous disais le nombre d'étudiants, la situation. Et aujourd'hui, on a un secteur qui... justement, aime bien produire des discours sur l'accueil de tous, le tourisme, la rencontre, etc., et mettre des données dans ce sens-là. Et de l'autre côté, il a son propre dispositif où là, il produit complètement autre chose. Et alors, du coup, vous allez retrouver des études de recherche de gens qui vont avoir réussi à mettre les deux ensemble, mais ce secteur ne produit pas. Et moi, j'ai fait une interview de Terrier, qui a été un responsable de la statistique du tourisme pendant 15 ans. Il n'avait pas le droit, par exemple, de faire des études sur combien coûtait de faire venir un touriste. Il avait proposé une chose que je trouvais intéressante à Paris, où ça se vide en juillet-août. Donc, il voulait calculer la perte du tourisme, mais ça lui a été refusé. Et puis, il faut savoir que l'office qui s'occupe de tout ce qui est alimentation en France a 600 statisticiens. Le tourisme, il y en a 4. Donc, ça donne aussi les capacités qu'on donne. Alors, par contre, les CRT, les régions produisent de la donnée. Donc, moi, j'ai trouvé des études qui montraient que le non-marchand rapporte autant que le marchand. Des études de la préfecture de Paris qui montrent que les hôtels qui font de l'accueil social, ça leur rapporte plus que des hôtels qui font de l'accueil touristique. Pourquoi ? Parce que c'est rempli 100% de l'année et ils mettent 6 personnes dans les chambres. Donc dans des mauvaises conditions, mais du coup, ça leur rapporte des fois plus. Donc on retrouve des données. Et du coup, nous, la première proposition à la ville de Marseille, c'est de monter un observatoire. Qui vient, qui accueille, qui a besoin de faire venir, et quelles sont les tendances, et surtout quels sont les impacts, parce qu'il y a un imaginaire qui fait croire que les touristes internationaux nous rapportent plus que les tourismes locaux. Et le Covid a montré, je vous l'ai dit, l'inverse. On est revenu au même niveau d'impact économique, par contre, ce n'est pas les mêmes bénéficiaires. Donc voilà, il faut creuser aussi qui bénéficie de ces retombées économiques. Donc ça oblige c'est un travail qui reste à faire et qui n'est pas fait pour l'instant, mais qui n'est pas fait sur la séparation que je vous ai mis au début. Les gens qui travaillent sur le tourisme ne s'intéressent pas à toutes les autres personnes de passage, et réciproquement. Oui. Bonjour, Valérie Tatu, communauté de grâce sur l'économie sociale et solidaire. Simplement, je voulais juste savoir, vous dites que vous faites une proposition aujourd'hui à la ville de Marseille. Est-ce qu'il y a d'autres territoires sur lesquels vous êtes intervenus, d'autres collectivités avec lesquelles vous avez... Mais grâce, on a une communauté. Non, nous, Marseille... alors, du coup, vous me demandiez où on en était. On a écrit au maire de Marseille, parce qu'il a récupéré la compétence tourisme. Il y a eu aussi, je profite, l'Assemblée citoyenne du futur. On a été invité, qui est 111 citoyens tirés au hasard. On a été invité à présenter. Donc, il y a des endroits où on présente. Puis, on essaye de sortir des articles, d'en faire un sujet. Aujourd'hui, on a une quarantaine dedans. Et vous retrouvez autant des structures comme le réseau hospitalité, qui est toutes les structures qui font de l'accueil d'urgence, ou la Fédération nationale des auberges de jeunesse qui est dedans, la Fédération nationale des gens du voyage, etc. Donc il y a un collectif qui le porte. Et on a été reçus par les conseillers du maire, et nous, on a demandé à discuter pas qu'avec ceux du tourisme, mais avec ceux du social, avec ceux de l'écologie, avec ceux de l'environnement, avec ceux du patrimoine, avec ceux de la culture, en disant il faut l'aborder de cette façon-là, et ce n'est pas juste un problème de tourisme. Donc normalement, la prochaine étape, c'est une rencontre avec ces élus-là, avec cette proposition-là. Et après, il y a d'autres gens qui nous ont interpellés, notamment à Millau, où il y a un mouvement porté plutôt par une paroisse protestante qui travaille sur la question de l'hospitalité, qui est en train de s'inspirer, qui nous a demandé de venir présenter. L'élu aussi au tourisme de la ville de Lyon, parce que c'est une élue particulière, elle vient de l'accueil des réfugiés, elle a récupéré la compétence touriste, donc il y a des gens qui s'y intéressent. Mais ça fait qu'1 an qu'on porte cette proposition. Donc voilà, il y a un peu d'écho. Mais après, je dois dire que pour l'instant, il n'y a pas de ville qui a construit de stratégie de ce type-là, ou de département. On est vraiment dans quelque chose qui est très séparé, et même d'avoir mis autour de la table des personnes de différents secteurs d'accueil, ça a pris 1 an. Parce que ceux du tourisme disent, mais ça ne me regarde pas. Puis dans leur réalité, en fait, ils s'aperçoivent que oui, ils ont accueilli. Mais réciproquement, voilà, c'est compliqué déjà que ces gens se parlent. Mais à Grasse, il y a une communauté qui est bien, d'hospitalité des autres passages. Et puis je pense que le sujet aussi devient d'actualité dans plein de villes aujourd'hui, accueillir dignement. Et puis on ne dit pas le réchauffement climatique, c'est selon l'ONU 250 millions de personnes qui vont être déplacées. Donc, comment on va les accueillir, qui va les accueillir, dans quelles conditions.
Et en même temps, c'est des riches qui, eux, voyagent de plus en plus. Donc, eux, de plus en plus, ont des résidences secondaires. Et une donnée, le low cost, en fait, n'a pas permis beaucoup plus aux pauvres de voyager, mais les riches voyagent de plus en plus. Donc, moi, je l'ai vu à Venise, hein, le développement d'une ligne low cost, c'est l'augmentation des résidences secondaires. Des gens qui, en fait, après, voyagent dans les différents. Donc, avec le réchauffement climatique, il y a deux mouvements. Il y a des riches qui ont envie de se mettre au vert quand il fait trop chaud, et en même temps, il y a des gens qui vont devoir bouger parce que, ça a été dit, à cause de l'eau, à cause de plein de raisons, ils vont devoir se déplacer. Et comment on anticipe ça? Comment on va les accueillir? Et c'est déjà en train de se faire. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire, c'est quelque chose qui est déjà en action. Et ça a été dit avec aussi le réchauffement, l'augmentation des feux de randonnée, etc., de forêt. Donc nous, on est demandeurs dans d'autres villes qui auraient envie de s'en saisir et de travailler. On pense voilà, qu'il faut que ça devienne une autre façon vraiment d'aborder cette question d'accueil, d'hospitalité. Pas d'autres questions pour l'instant? Ah si. Moi, j'en ai une question liée à l'Hôtel du Nord, en fait. Je veux savoir un petit peu quels sont les acteurs qui sont impliqués dans l'accueil de catégories sociales, de la même manière que ceux qui sont accueillis, ce qu'il en est aussi de leurs origines sociales. Alors, dans l'accueil, nous, une des grandes difficultés d'Hôtel du Nord, c'est quand on a ouvert 5 chambres, il y en avait 2 en habitat social. Et en fait, on nous a dit non, habitat social, c'est interdit. On n'a pas le droit d'accueillir de façon marchande en habitat social. Et en fait, depuis 12 ans maintenant, on porte un projet d'expérimentation législative pour expérimenter. Il faut savoir que c'est 40% des habitants des quartiers nord. Donc ça veut dire que d'un seul coup, on a refusé avec ceux qui avaient peut-être le plus besoin d'accueillir chez eux pour des raisons économiques, mais aussi pour ouvrir là où ils habitaient. Ça a été refusé. Donc ils peuvent le faire gratuitement. S'ils le font payant, c'est expulsion et c'est 5 000 € d'amende. Donc du coup, régulièrement, on a des gens qui nous contactent, comme Lyon, Paris, etc., qui réfléchissent à ça, mais on n'a jamais réussi, parce qu'il faut passer au Parlement, il faut voter une loi, on a le texte, qui permettrait pendant 5 ans d'expérimenter l'accueil, parce que ça pose des questions aussi de marchand de sommeil, d'impayé. Voilà, il ne suffit pas juste d'ouvrir chez soi. Il y a des chambres sur Airbnb qui sont dans des cités d'habitat social, mais il y en a où on n'arrive pas comme ça avec sa valise. Voilà, il faut aussi où c'est qu'on va se restaurer, comment on va être accueilli. Donc ça, on le porte, et pour nous, c'est un vrai échec, en tout cas en termes, vous disiez, de classe sociale. Aujourd'hui, ne peuvent accueillir que des gens qui sont locataires ou locataires pas en HLM. Et le motif est intéressant, c'est parce qu'on estime qu'ils font de la distorsion de concurrence. Parce que si, comme ils sont aidés par l'État pour payer leur loyer, ils vont faire concurrence à celui qui est propriétaire, qui fait chambre d'hôte. Donc c'est quand même ça derrière l'imaginaire qui empêche. Donc ça se fait pas. Et après, on a d'autres formes, les balades ou des choses comme ça, où là, on va avoir plutôt une diversité sociale qui va le faire, mais c'est pas ça qui rapporte. Ce qui rapporte le plus, c'est quand même, au niveau économique, c'est de pouvoir héberger chez soi, parce que c'est une déclaration en mairie, c'est pas soumis à impôt, c'est facile à faire, et puis symboliquement, c'est aussi le moment où on accueille chez soi, c'est vraiment... on n'accueille pas dans son quartier, on accueille dans sa maison. Donc c'est aussi ce qui est le moment du partage le plus important. Donc ça, c'est un échec sur Hôtel du Nord. Donc ceux que vous trouvez dans les 30 hébergeurs, c'est des gens qui sont plutôt ou propriétaires de leur maison, ou de leur appartement, ou des enfants qui sont partis et ils vont loger une chambre, ou qui ont un cabanon en fond du jardin qu'ils ont aménagé. Et il y a une auberge de jeunesse aussi, qui est dedans, qui s'est montée. Il y a un bateau aussi où on héberge dedans. Mais là, par exemple, à cause d'Airbnb, on n'a plus le droit d'héberger dans le bateau. On vient d'apprendre alors que voilà, la ville a interdit l'hébergement dans les bateaux, parce que ça ne coûtait pas grand-chose d'interdire ça. Donc on ne peut plus accueillir dans ce bateau-là. Et c'était nos chambres les moins chères, hein, c'était 15 € la nuit, puisque c'est de la banquette. Et on a de la résidence artistique, on a aussi de la résidence d'écriture, donc d'autres formes d'accueil. Et puis après, il y en a qui font de l'accueil de pèlerins gratuit. Ils font que de l'accueil de pèlerins. Il y en a qui font de l'échange de maisons. Voilà, il y a d'autres formes aussi d'accueil qui ne sont pas forcément monétaires. Voilà. Après, on n'a pas fait d'études. On a fait qu'en 2013, on a évalué qu'on avait accueilli à peu près 10 000 personnes dans les quartiers nord, dans les balades, dans les chambres, etc. Ce qui est beaucoup pour nous, ce qui n'est rien par rapport aux chiffres du tourisme de la région PACA. Hein. Mais dedans, il y avait des touristes internationaux, des Allemands, des Anglais, etc., beaucoup de Marseillais. Mais après, c'est très divers qui on accueille dans nos... J'aurais du mal à sortir... voilà. Si la chambre est située à proximité de l'hôpital Nord, ça va être beaucoup des aidants, des familles. Si elle est située à côté de des zones d'activité, c'est beaucoup des gens qui viennent travailler ou des chantiers. Si c'est à l'Estac, c'est aussi des touristes. Voilà, suivant où sont situées les chambres. Parce qu'on est sur tous les quartiers nord de Marseille. On a même des chambres en centre-ville. Donc peut-être, oui, si quelqu'un venait faire une enquête, il aura des données plus précises, mais à nouveau, ça dépend aussi de qui veut accueillir chaque personne. On accueille de plus en plus les croisiéristes, ce qui est rigolo parce qu'on a beaucoup de militants anti-croisière. Donc les pauvres, avant de partir, ils se font passer un savon. Et après, ils envoient des messages d'excuses depuis la croisière. Mais voilà, ça de plus en plus, oui, Marie-Madeleine, croisière, et monde économique, et hôpital.
Et le GR 2013 aussi, qui passe dans les quartiers nord. Et du coup, on accueille pas mal des gens sur le GR 2013. Dernière question. Pas de questions des étudiants? Ouais. On m'avait dit que vous avez bien travaillé sur le tourisme, tout ça. Ce matin, on les a assommés, du coup, là. Après, c'est pas des spécialistes du tourisme. Non, mais du coup, qu'est-ce que ça suscite comme réaction? C'est aussi un croisement des domaines aussi entre l'aménagement et le tourisme, Oui. qui sont deux domaines qui ne se parlent pas, effectivement. Même dans les politiques publiques urbaines, on a une spécialiste de l'habitat. Voilà. Ce pas des questions qui sont particulièrement prises en compte, et c'est effectivement des acteurs qui ne se parlent pas. Mais du coup, vous avez le droit de parler aujourd'hui. Je réagis sur ce que vous venez de dire à l'instant. C'est anecdotique, mais justement, le GR 2013, j'en entends bien un petit peu parler, mais est-ce que ça a eu un véritable écho ou pas? Enfin, l'écho attendu, du moins. Voilà, si vous avez eu des répercussions directes. C'est-à-dire en nombre de fréquentations de personnes? Par exemple, est-ce qu'il y a eu l'engouement qui était attendu? Parce que ça reste quand même un cas un peu... Oui, alors il y a un chiffre, mais je vais dire une bêtise, mais c'était en 2013, il y a eu énormément de gens qui l'ont fréquenté. C'est la seule fois où il y a une mesure. Mais aujourd'hui, c'est difficile à dire parce que c'est pas un GR qu'on fait dans son entièreté comme les GR classiques. Il est plutôt emprunté des gens qui le font librement. Donc ça, il n'y a pas de données depuis 2013 qui ont été faites. Après, il y a le bureau des guides qui est membre d'Hôtel du Nord, qui fait des parcours, des séjours dessus, mais en nombre, c'est pas significatif. Par contre, ce que ça dit, ça intéresse des gens qui viennent des écoles du paysage, des gens qui travaillent justement sur les questions d'urbanisme, qui viennent plutôt découvrir la façon dont on aborde cette question-là. Donc c'est plutôt un GR qui travaille sur la mise en récit de ce territoire, notamment de la métropole marseillaise, que juste quelque chose qui a été fait pour faire de la randonnée et justement faire des retombées touristiques. D'ailleurs, il y a des bouts, il n'y a pas forcément d'hébergeurs, donc c'est compliqué, mais il y a des gens qui l'ont fait en entier, hein. Mais nous, on fait une étude là sur les chemins de grande randonnée, justement, avec des gens aussi en Liban, Palestine et Jordanie. Et c'est vrai que le GR 2013, on l'a plutôt présenté sur quelque chose qui transforme l'imaginaire, mais c'est pas comme est construit le parcours du Queyras, où là, on est vraiment dans une logique de faire tourner une économie touristique. C'est pas comme ça qu'a été construit. D'ailleurs, les guides classiques ont du mal à le faire visiter. On traverse des paysages qu'ils n'ont pas l'habitude de... Donc, c'est pas les mêmes paysages qu'on a d'habitude. Voilà, et donc, il faut aussi d'autres personnes qui accompagnent. Et voilà, oui. Il fait vraiment modèle dans d'autres villes. Oui, oui. Actuellement, dans le Grand Paris, etc. C'est un modèle qui est repéré. Oui, il construit l'imaginaire, il construit comment... D'ailleurs, la préfecture ne s'était pas trompée quand elle travaillait sur la métropole et qu'il y avait toutes les villes contre. Le GR 2013 était la seule mise en récit, en fait, de ce territoire métropolitain. Donc, ouais, c'est aussi pourquoi on le fait. Mais ça revient, je vous disais aussi, est-ce que le tourisme, il vient renforcer un territoire, le mettre en récit, etc. Ou est-ce qu'il vient, c'est le territoire qui va se mettre au service juste pour faire de quelques acteurs qui vont avoir besoin de flux et de personnes. Donc, en tout cas, il n'a pas été pensé comme ça. Mais comme Marie-Madeleine, hein, c'est assez intéressant. Marie-Madeleine, nous, on s'est retrouvés avec des gens qui viennent en pèlerin, qui se retrouvent dans les quartiers nord de Marseille. Donc, ils leur ont quand même fait un petit parcours pour éviter... mais non, mais ils veulent quand même passer là où Marie-Madeleine allait, à côté des grottes et tout. Et là, vous traversez à la Castellane, des quartiers comme ça, où nous, on accompagne aussi sur ces parcours-là pour les baliser, etc. Donc lui, il n'a pas été pensé non plus pour... Et pourtant, quand ils ne sont pas pensés, Saint-Jacques-de-Compostelle, on dort dans des mêmes dortoirs, on mange à la même table, on ne choisit pas son menu, on a le droit de passer qu'une nuit, on paye ce qu'on veut, c'est 400 000 personnes par an. Donc c'est aussi... ce que j'essaye de dire, c'est que ce n'est pas anecdotique, toutes ces pratiques marginales. Elles sont même des gens qui accueillent tout le monde, il y en a beaucoup. Mais sauf que ce n'est pas rendu visible, on revient sur la statistique. Quand on s'intéresse au tourisme, ben, ce n'est pas les statistiques qu'on voit, ce n'est pas le paysage qu'on nous renvoie. Voilà. Donc par contre, contactez-les. Moi, je leur ai demandé des données il n'y a pas longtemps, parce que je faisais l'étude, et les seuls qu'ils ont, c'est 2013. Il y a un rapport qui a été fait, et je crois que c'est 150 000 personnes qui l'ont fait à cette époque-là. Mais vous avez un autre qui est intéressant, les refuges d'art d'Andy-Golf-Surcy, qui est lié au musée Cassandi, qui est tout un parcours de refuges d'art aussi, et lui, ils ont un peu plus de données économiques sur la fréquentation, etc. Merci Emeline pour cette invitation. Je salue François, tu nous rejoindras après avec Prosper. Nous ne sommes pas de la même famille, nous sommes homonymes. On porte la même consonance de nom. Je vais laisser tout de suite la parole à Anne en précisant un petit peu comment Anne et moi on s'est connus. Moi je suis président et cofondateur d'une association qui s'appelle DEFISMED ou DEFIMED, donc défi au pluriel et MED pour Méditerranée.
avec aujourd'hui la question qui se pose, et je vais essayer de faire la bonne transition avec la brillante présentation de Prosper. Moi, je fais partie des gens qui sont préoccupés par la crise écologique. Et quand je dis crise, le mot est faible. Et la question qui se pose, c'est comment nous, qui avons la chance de pratiquer un tourisme, parce qu'effectivement, nous ne sommes pas si nombreux que ça, comment nous, soucieux de cette dimension écologique, on pourrait agir de manière plus responsable et écologique, sans se priver des plaisirs que nous apporte. C'est une des questions que je voulais te poser, Prosper, parce que c'est la notion de plaisir, le tourisme. On va rechercher un plaisir qui va être le repos, la détente. On peut balayer très large, l'exotisme, tout ce qu'on veut. Et dans l'écotourisme, c'est-à-dire un tourisme qui est plus écologique, est-ce qu'on doit renoncer à une grande partie de ses plaisirs et finalement ne pas vivre ses vacances comme on l'entend? Et quelque part, dans l'association des FIMED, nous réfléchissons aujourd'hui à la manière dont nous, touristes, on pourrait bâtir ensemble, collectivement, à une échelle euro-méditerranéenne, des pratiques qui ne nous privent pas de ces plaisirs et peut-être qui nous font découvrir d'autres plaisirs, qui commencent effectivement par l'hospitalité, la rencontre de l'autre, mais aussi l'écologie, dont on ne sait peut-être pas grand-chose, nous les urbains en tout cas, et qui nous permettent de savoir comment on peut pratiquer des expériences de reconnexion au vivant, comme on dit, ou de relation avec le vivant, et nous permettent de vivre, encore une fois, des émotions, des sensations que nous ignorons. Et quand on a dit ça, quand on se dit on est une bande de touristes et on va se partager nos belles expériences, parce que finalement c'est ça, et bien comment on l'étend, comment on met en place des dispositifs qui vont permettre d'élargir cette connaissance que nous avons, comment récupérer les savoirs des autres, où se trouvent ces acteurs de l'écotourisme qui nous font vivre des expériences parce qu'ils sont invisibles. On ne les voit pas, ils n'ont pas les moyens de se rendre visibles, les petites fermes pédagogiques, des artisans, des petits restaurateurs, des gens qui nous font vivre leur histoire dans leur patelin, dans leur local, dans leur terroir, n'ont pas les moyens et n'ont pas les compétences de rentrer dans le fulgurant marketing digital du tourisme conventionnel, puissant, qui nous inonde de publicité et de moyens de pratiquer ce tourisme-là. Et de ce fait, à l'association des FIMED, on part sur l'idée d'interpeller un réseau de professionnels de l'éducation, notamment, dans un pan de cette stratégie, que sont les enseignants, par exemple, dans les établissements d'enseignement supérieur, les universités, les écoles de commerce. Et l'idée est venue il y a 3-4 ans de les interpeller pour nous aider à non seulement détecter ces acteurs, mais aussi dans le cadre de leur cursus de formation, de poser la question d'un tourisme autrement. Parce qu'encore une fois, nous, touristes, touristes sensibilisés à l'écologie, nous aimerions pratiquer le tourisme autrement, mais on ne sait pas comment. Et on aimerait bien qu'il y ait de l'hospitalité. Et je remarque, je m'adresse à François et Prosper, qui ont été de l'autre côté de la barrière, et pour Prosper qui l'est encore, on parle beaucoup de l'offre tout le temps, dans le tourisme autrement, de l'écotourisme. Et c'est vrai que cette offre, depuis notamment le Covid, est en train de se structurer timidement, quand même, par rapport à l'autre. Il ne faut pas rêver. Mais on ne parle jamais de la demande. Et on ne parle jamais de ces touristes comme nous qui avons envie de pratiquer ce tourisme autrement. Comment on fait pour se dépatouiller là-dedans ? Il n'y a rien de structuré. Je vous défie de trouver une plateforme nationale, internationale de l'écotourisme. Il y a des labels, beaucoup d'hébergements. Mais est-ce que je vais vivre une relation avec le vivant? Est-ce que je vais vraiment vivre quelque chose de fort au niveau expérientiel? Je prends toujours l'exemple des parcs. Bon, c'est dommage que la personne n'est pas là aujourd'hui, mais les parcs font un vrai effort et c'est eux les ambassadeurs de cet écotourisme. Incontestablement, ils font des choses remarquables. Mais si je veux passer un séjour de 1 semaine ou 10 jours sur un parc, c'est tout de même encore galère pour repérer tout ce que j'ai à faire dans un parc, où sont les restaurants, comment je m'héberge en fonction de ce que j'ai envie de vivre. Enfin, c'est pas évident. Voilà, il y a encore tout un travail de structuration à faire, et je reviens donc à nos moutons avec l'idée d'associer des enseignantes comme Anne ou Emeline pour savoir s'ils pouvaient nous aider à explorer ce tourisme autrement en questionnant sur leur territoire
comment il évolue, ce tourisme autrement, comment il se pratique, encore une fois, avec votre angle de formation. Et c'est très intéressant. Alors, je ne sais pas, l'Institut AgroSup de Montpellier, ce qui les intéresse, évidemment, c'est l'agritourisme et l'écotourisme. Alors, ils vont nous détecter, nous chercher des lieux qui pratiqueraient, on ne sait pas, il faut définir, mais qui pratiqueraient ce type de tourisme autrement. Et avec Anne, eh bien, nous nous sommes connus il y a peu de temps, il y a quelques mois, et j'ai découvert tout le travail que je vais te laisser présenter. Et avec Anne, très vite, nous avons bien accroché par rapport à un défi comme celui-là. Je te laisse donc présenter ce que qui tu es et qu'est-ce que tu as pu faire avec tes étudiants récemment. D'accord. Donc bonjour à tous. Je pense que la plus belle chose, c'est d'échanger des idées. Donc il ne faut pas que vous hésitiez à poser des questions parce que en fait, le savoir ne se construit que dans la réciprocité, dans le flux. Donc poser des questions parce que nous, on va dire des choses, mais pour que ça ait un intérêt, il faut que ce soit interactif. Donc je vais me présenter rapidement. Moi, je suis effectivement enseignant-chercheur. J'ai débuté ma carrière dans l'humanitaire à l'international. Et donc, je m'occupe d'un master qui s'appelle le master j'interviens dans le master du commerce international et ma spécialité, c'est les projets internationaux. Donc, je suis plutôt intéressée normalement par ce qu'on appelle les business plans et bien sûr les business plans centrés sur une performance globale, donc avec des interrogations d'étudiants en termes d'éthique, puisque chaque arbitrage managérial, implique de faire des choix qui peuvent être cruels pour une partie des parties prenantes. Et comment je suis arrivée au tourisme durable? Eh bien, je suis arrivée au tourisme durable parce que je travaille beaucoup en éducation populaire, sur des méthodes comme les réseaux d'échange réciproque de savoir. Et j'ai travaillé avec une entreprise d'insertion sociale et professionnelle qui était dans la région des Hauts-de-Provence. Et elle avait plusieurs filières. Donc entre autres des filières, parce que maintenant on ne fonctionne pas par activité, on fonctionne par des activités liées entre elles pour créer une valeur collective dans l'insertion sociale et professionnelle. Donc par exemple, elle avait une filière qui était une filière aliments, autour d'une plateforme alimentaire, elle avait une filière qui était espace vert, elle avait une filière également bâtiments et travaux, donc tout ce qui est menuiserie, architecture en terre crue. En fait, je viens de l'architecture en terre crue et de l'architecture verte. Également communication. Et donc, on a essayé de réfléchir à qu'est-ce qu'on pouvait faire pour faciliter l'insertion sociale et professionnelle tout en développant un développement territorial acceptable. Et donc, on s'est dit, finalement, le tourisme, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir créer des liens entre ces différentes filières. Si on a des touristes, il va falloir les nourrir, il va falloir faire un service de conciergerie. Et donc, par exemple, les gens qui s'occupaient de service à la personne avaient quand même une formation et puis un regard qui permettait ce genre d'activité. Vous vous doutez, espace vert, mais on était sur des balades, les balades autour de la lavande, autour du vin, autour des produits locaux, etc. Et on a commencé à travailler là-dessus. Ce qui avait d'intéressant, c'est que aussi ça permettait aux gens qui étaient dans des situations précaires, on est sur de l'insertion sociale et professionnelle, de rester au niveau du local et de participer à des activités, d'être formés et ensuite de former d'autres personnes pour pouvoir arriver à accueillir les touristes. Et ce qui avait aussi d'intéressant, c'est qu'on a travaillé avec des étudiants. On a travaillé avec des étudiants et donc ça a permis à des étudiants de rencontrer, c'était le but, de rencontrer des personnes en insertion et de voir qu'en fait les échanges étaient tout à fait possibles. Donc on a essayé de monter un programme qui était un programme d'enseignement, de recherche et d'action pour le développement durable. À l'heure actuelle, au niveau de l'innovation durable, on travaille beaucoup là-dessus. Et donc, vous vous doutez que ça a été difficile, mais j'avais ce projet, c'est comme ça que j'ai rencontré Eric. Donc, suite à ce projet, je commençais déjà à développer des activités en tourisme durable et Defimed donc, a proposé une espèce d'écosystème justement où on est là pour échanger des idées. Alors c'est intéressant, c'est pas d'être d'accord, c'est vraiment de discuter et de discuter certes sur un ton policé, mais aussi d'avoir des avis différents. Et j'ai rencontré Emeline par exemple dans le cadre d'une thèse où il s'intéressait sur tourisme et gentrification. Moi c'était des sujets que je n'avais pas du tout abordés, mais que le tourisme, quelquefois ça permettait de sélectionner les riches payeurs et donc d'éliminer, de mettre à la marche les moins riches, moins payeurs. C'était quand même assez violent.
Et puis, ça m'a aussi amené à cette rencontre avec tous les gens de Défi à réfléchir, pour moi, c'est quoi le tourisme durable? Alors, c'est vrai que moi, je n'utilise pas trop le mot tourisme, hein. J'utilise plutôt le mot voyage, le mot rencontre, et aller vers. On ne fuit pas d'eux, on va vers. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans notre identité et on accepte d'aller vers l'altérité de l'autre. Voilà. Donc, sur ces hypothèses de vie, je pense que c'est important qu'on vous présente qui on est pour que vous compreniez où on a envie d'aller. D'ailleurs, à ce propos, juste petite anecdote, Anne, j'ai entendu quelqu'un me dire le voyageur, c'est quelqu'un qui ne sait pas où il va, le touriste, c'est quelqu'un qui ne sait pas d'où il revient. Je vous laisse méditer. Donc, on a fait avec vos camarades, donc juste à côté, hein, nous on est à 14 rue Puvis-de-Chavannes, donc avec vos camarades de licence 3, donc de management du commerce international, une activité, donc on a participé, hein, 2 équipes ont participé au concours d'EFIMED. Donc c'est une pédagogie centrée sur le management de projet, donc on est sur de la réciprocité et de la parité. Et on est aussi sur le fait d'avoir envie de dire Marseille, je t'aime, et d'arrêter de dénigrer Marseille avec tous les problèmes que nous, on connaît, mais qu'on n'aime pas trop que les extérieurs nous montrent du doigt. Donc il y a eu 2 films qui ont été réalisés. Donc je parlerai du premier film. Le premier film, en fait, les étudiants étaient issus de Marseille-Nord et en fait réfléchissaient à comment est-ce qu'on peut faire du tourisme durable à Marseille. Au début, pour vous dire, c'était des gens qui, lors des premiers questionnements, m'ont dit nous, en fait, on ne fait pas de tourisme. Et puis, quand on reçoit notre famille, non, ou nos amis, on ne va pas faire du tourisme à Marseille. Ça ne leur venait pas à l'idée. Ils habitaient Marseille, ils aimaient Marseille, mais faire du tourisme à Marseille, ça ne leur venait pas à l'idée. Et puis, ils ont rencontré Prosper, ils ont rencontré Eric, et en fait, ça les a vraiment amenés à se questionner sur le fait que, en fait, le tourisme durable était un projet politique dans lequel ils pouvaient prendre part. Et du coup, ils ont vraiment... vous savez que la phase d'apprentissage, on a 3 grands moments, hein, si on suit PISA. C'est la manipulation. Donc, ils ont manipulé en créant ce film avec des bouts et des morceaux. Ensuite, ils ont verbalisé parce qu'ils échangeaient avec leurs camarades. Et ensuite, ils ont conceptualisé sur, pour nous, c'est quoi le tourisme. Et donc, on arrive à un petit film de leur part. Alors, ce que je dis à mes camarades, c'est que le plus beau pour eux, ce n'est pas tant le film, hein, c'était la soutenance qu'ils ont fait. Ils ont vraiment fait une soutenance vraiment extraordinaire, mais il n'y aura pas de preuve. Il y a juste le fait que je l'ai vu et leurs camarades l'ont vu. Mais le film, c'est vraiment ils se sont donné le droit de marcher doucement dans Marseille pour s'intéresser à des moments précieux. Ils se sont donné le droit de voyager. Alors qu'avant, ils ne s'étaient même pas posé la question qu'ils avaient le droit de prendre du temps pour faire autre chose que de travailler. On est dans des situations où, quelquefois, on a de la précarité financière associée à de la précarité alimentaire, enfin des étudiants dans des situations stressantes. Et donc, ce projet-là leur a permis de marcher doucement dans la ville. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une phrase du Petit Prince. On dit au Petit Prince, si tu avais 20 minutes, mais qu'est-ce que tu ferais? Et lui, il dit, mais moi, si j'avais 20 minutes, je marcherai doucement vers une source. Et ça, c'est important, c'est en fait ce qui leur est arrivé. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. L'autre film, donc normalement, vous auriez dû le voir, malheureusement, l'étudiant n'est pas présent, donc j'ai un peu moins préparé ce qui s'est passé. Mais l'autre film, donc, qui s'appelait Éco-Marseille, eux, ils ont décidé de faire un circuit pour les étudiants. Donc, essayer de se dire que l'écotourisme, c'était pas triste, c'était pas quelque chose de tellement sobre que ça en devenait fatigant ou tellement culpabilisant de déjà marcher un pas était déjà polluer l'espace de l'autre. Et donc, ils ont essayé de réfléchir. Ils sont allés rencontrer des restaurateurs qui faisaient, par exemple, une bouillabaisse avec une pêche locale, etc. Ils sont allés rencontrer, bien sûr, des savonneries. Ils ont beaucoup interviewé les gens. Et en fait, ils ont fait tout un circuit dans la ville de Marseille. Donc, j'espère que vous aurez la possibilité aussi de voir ce film-là. Et ce qu'il y avait d'intéressant, c'est que parmi eux, il y avait un étudiant international. Donc, il venait, je ne sais pas s'il venait d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique centrale.
mais ils se sont aperçus très rapidement qu'au départ, et ça a été le début de leur réflexion, eh bien, cette personne-là qui venait de loin n'avait été reçue par personne. Dans aucune famille marseillaise ou française, on ne lui avait offert un repas. Donc, il était là, mais sans être intégré. Et en fait, le but du projet, c'était qu'il puisse lui aussi participer, d'abord connaître la ville, et puis connaître la ville en se créant des relations. Voilà. Donc ça, c'était important. Alors, ce aussi sur quoi je voulais insister, c'est peut-être quelque chose qu'on travaillera l'année prochaine. Donc, moi, je travaille avec... donc, à la base, je suis ingénieure et donc je suis très intéressée par l'aliment. Et donc, tout ce qui m'a intéressée, c'est comme mes camarades de l'agro de Montpellier, c'est le fait que l'aliment est un vecteur d'apprentissage et que ça peut être très intéressant de construire un tourisme autour de l'aliment, apprendre à qui le cultive, comment est-ce qu'on le cuisine, comment est-ce qu'on partage un repas tous ensemble autour de cet aliment-là. Et donc, au niveau du Brésil, on a travaillé cette année avec les petits producteurs de café et on a décidé de continuer à travailler et on s'est aperçu que, bien au-delà du café, ils avaient au niveau des entreprises familiales d'autres petits trésors. Hein, bon, ils produisent une sorte de baie de goji, mais surtout, ils avaient absolument ils ne croyaient pas qu'ils étaient... des personnes extérieures pourraient venir voir ce qu'ils faisaient, alors extérieures, hein, ça peut être du Brésil, hein, on n'est pas forcément dans l'international, et de faire des circuits touristiques autour des produits qu'ils créent. Alors pas simplement leurs produits agricoles, hein, mais aussi leurs produits artisanaux. Ils ont par exemple des choses assez intéressantes au niveau des pierres. Donc Minas Gerais, c'est un ancien endroit où ils extrayaient de l'or. Donc bien sûr, les mines d'or maintenant sont plus exploitables d'un point de vue rentable, mais par contre, au niveau des artisans, ils arrivent beaucoup à travailler là-dessus. Et donc, ils ont commencé à se poser la question, tant les agriculteurs que les institutionnels, en se disant, mais oui, en fait, on est digne d'être un espace de visite. Et ça a complètement changé leur vision d'eux-mêmes. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment en train d'être fait. On a une masterclass la semaine prochaine avec justement une population très différente. Il va y avoir quelqu'un de Champagne qui va venir leur présenter, en visioconférence bien sûr, hein, qui va venir leur présenter pourquoi lui, il pense que effectivement le Brésil, ça peut donner envie à plein de gens de mieux comprendre comment on produit le café, comment on grille le café, comment on le torréfie, comment on le transporte, comment on le fait goûter, hein, avec des vrais baristas. Voilà. Et donc, ce qu'il y avait d'intéressant, c'est que la démarche tourisme, et on retrouve la même chose dans l'insertion sociale et professionnelle, hein, le premier projet sur lequel j'ai travaillé, c'est qu'on est dans une approche systémique, territoriale, et d'un développement territorial acceptable. Voilà. Et vous avez la parfaite démonstration pourquoi on interpelle des personnes comme Anne pour poser la question d'un tourisme autrement, parce que c'est riche. Alors, pour tout vous dire, pour compléter ce que vient de dire Anne, mais après on vous laissera lui poser des questions si vous le souhaitez, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça? C'est-à-dire une fois qu'on a les retours d'expérience des élèves et des enseignants, bien sûr, et des encadrants, on travaille avec des jeunes en décrochage scolaire. On a un Erasmus+, à ce niveau-là, animé brillamment par François, qui nous en dira peut-être un mot tout à l'heure. En tout cas, l'idée, c'est de voir si ça fait sens auprès des jeunes, ce tourisme autrement, qu'ils découvrent, qui n'est pas le standard, celui qui est standardisé, le dubaïesque, mais celui qui est vraiment différent dans nos terroirs. Et puis on s'est dit récemment à Defimed, et si on optimisait ça avec des vidéos? Effectivement, si on saisissait ces moments de découverte, de rencontre des jeunes sur le terrain par des vidéos tournées la plupart du temps par les jeunes eux-mêmes, avec leur téléphone. Et quelque part, l'idée a fait son chemin. Et qu'est-ce qu'on ferait de ces vidéos? Et c'est là qu'on monte en puissance à Defimed, parce que l'idée, au-delà des réseaux sociaux, c'est de pouvoir bâtir un dispositif, une base de connaissances qui rassemblerait ces vidéos réalisées par des jeunes. On a une trentaine de vidéos programmées cette année dans toute la France, avec des enseignants, avec des jeunes engagés, volontaires, bénévoles. Je salue Valérie qui fait un travail remarquable en économie sociale et solidaire à Grasse. Il y aura un boursier
On a 10 boursiers sur les Alpes-Maritimes, Valérie, et il y en a un qui va faire au mois de septembre. Je crois que ça a été décidé hier. Donc le tour du Pays de Grasse et du Haut-de-Grasse à travers le sport. Il faut que je revoie ça. C'est en partenariat avec le Conseil départemental des Alpes-Maritimes et qui, pendant un week-end, avec sa compagne, va nous saisir les moments forts qu'il considère comme écotouristiques. Alors tout est préparé avec le département, mais la rencontre d'acteurs, etc. Donc tout ça pour vous dire que on va avoir une banque de données finalement très intéressante à exploiter et comment l'exploiter et comment surtout la transmettre et la partager à un large public qui puisse à son tour s'en inspirer et jusqu'à pratiquer le tourisme à son tour autrement. Donc je vous donne 2 axes importants sur lesquels on travaille, avec François notamment. Le premier est celui d'un MOOC. Donc on est en train de travailler avec l'Université de Toulouse, Jean Jaurès, et puis l'École de commerce de Carthage notamment, sur un MOOC. Alors les MOOC, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des cours en ligne gratuits, massifs, et qui durent le temps de quelques semaines. Là, en l'occurrence, ça sera 5 semaines. Et le titre du MOOC provisoire, mais qui va être le définitif à mon avis, c'est comment apprendre à pratiquer le tourisme autrement. Donc il s'adresse à un large public et il doit s'inspirer notamment de ces vidéos, de certaines vidéos réalisées avec des jeunes qui eux-mêmes ont découvert la pratique d'un tourisme autrement, qui vont jusqu'à, on peut imaginer, et je souhaite vraiment, un Prosper, un vrai film avec toi qui explique sur le terrain à Marseille et dans les quartiers nord comment se traduit la notion d'hospitalité. Il faut retrouver le plaisir. Alors le plaisir vraiment commence dans la rencontre à mon avis. Et le deuxième axe après le MOOC, alors le MOOC c'est une formation. Nous on parle de 100 000 ambassadeurs de l'écotourisme à Défi-Med. On a cette vision un jour de gens qui se partagent ce rôle d'ambassadeurs, c'est-à-dire de promouvoir leur propre expérience d'un tourisme autrement et de le diffuser ailleurs. Le deuxième axe c'est une plateforme de streaming qui est toute débutante, sur laquelle on travaille et on rassemblerait les vidéos documentaires professionnels d'Arte, France Télévisions, qu'on peut retrouver sur YouTube, Vimeo, etc., et dans lesquelles convergeraient les vidéos, et une belle place faite avec les vidéos avec notre réseau jeune, et qui montrerait effectivement à travers cette plateforme un ensemble de foisonnement d'initiatives portées par des acteurs remarquables comme Hôtel du Nord et qui nous permettent effectivement d'envisager de pratiquer le tourisme autrement. Et au-delà de tout ça, pour se faire plaisir, parce qu'on continue à se faire plaisir bien sûr dans ce type de tourisme autrement, on joue peut-être un rôle, et moi je le pense certainement, dans la transition, la transformation écologique et sociétale de notre société, de notre planète. Il y en a besoin. Alors je le rappelle toujours, il y a urgence, la situation est très très grave. Là on a l'impression qu'on parle d'un tourisme qu'on va pouvoir faire dans 50 ans, mais dans 50 ans je ne suis pas sûr, tel qu'on est parti, qu'on parle vraiment de tourisme, mais qu'on parlera plutôt de survie. Donc quelque part ça a déjà bien commencé, et aujourd'hui, ce rôle que nous, les touristes, nous pouvons jouer en tant qu'ambassadeurs, il est aussi de vivre et de bien vivre ensemble. Et dans le ensemble, il y a l'environnement naturel. Et d'apprendre et de se partager ces modes et ces pratiques de vie, tout simplement, qui sont respectueuses de l'autre, des cultures locales et donc de l'écologie. Voilà. Mais à travers vraiment, c'est passionnant, ces défis avec les enseignants. Et merci Anne, parce qu'avec Emeline, donc, on va apporter ça. Et je pars la semaine prochaine en Bigorre, au fin fond de la France profonde, donc à Castelnau-Rivière-Basse. Je ne sais pas combien c'est d'habitants, mais il y a un lycée à côté, Vic-en-Bigorre, qui ont fait un micro-trottoir. Alors j'ai hâte de découvrir le film. Ils ont questionné la population sur leur perception de l'écotourisme. Il paraît que c'est effondrant. Donc il y a vraiment de quoi constituer une base de connaissances. Puisque la plupart des réponses, si j'ai compris, de l'écotourisme des gens dans la rue, là-bas, c'est un tourisme sans avion, c'est déjà pas mal, enfin on peut quand même le définir autrement, et surtout, ils ont bien senti, les jeunes, que ça n'intéressait personne que de pratiquer un écotourisme, et je suppose que c'est avec toutes les idées reçues qui pèsent sur l'écotourisme, encore une fois, et c'est vrai que gratter le cul d'une vache toute une journée, si c'est cette représentation-là, n'est peut-être pas passionnante pour beaucoup de gens. En tout cas, au-delà de la boutade, il y a beaucoup de choses à informer. Il faut commencer vraiment à informer.
Et ce travail est fait avec des enseignants très engagés parce que, on ne le dit jamais assez, mais vous avez pas mal de travail. Et quand vous vous rajoutez ce type de choses, ou quand vous vous impliquez là-dessus, c'est quelque chose de nouveau et qui nécessite effectivement un effort supplémentaire qui n'est pas évident. Voilà, surtout quand il y a une vidéo en plus à rajouter, parce que c'est pas simple. Et je tiens à terminer mon intervention en disant que je reviens sur les jeunes en décrochage scolaire. C'est quelque chose de très émouvant que ce travail qui a commencé l'année dernière avec Defimed. On s'est inspiré d'une action qui est menée par une association en Belgique, à Molenbeek, j'en parlais ce matin aux jeunes, qui travaille avec des jeunes de Molenbeek. Alors Molenbeek, tristement célèbre, hein, les jeunes de Molenbeek, certains d'entre eux ont commis l'attentat du Bataclan. Et il faut que vous sachiez que le taux de déscolarisation des jeunes à Molenbeek est de 1 sur 2, 50%, et que beaucoup basculent dans la délinquance, voire la grande délinquance. Donc il y a une association dirigée par Nader Rekik, qui est d'origine tunisienne, et qui a lancé un programme depuis 20 ans, qui est une sorte de rendez-vous en terrain connu. Donc ils envoient dans le monde entier des groupes d'une quinzaine, vingtaine de ces jeunes, qui sont envoyés pour aller découvrir des territoires où il y a des véritables expériences de résilience sur place. Et ces jeunes reviennent bouleversés par cette rencontre, où ils rencontrent des gens qui ont de plus grandes difficultés qu'eux d'ailleurs, mais qui se battent et qui veulent se redresser. Et ils en tirent des films. Alors il faut savoir que 80% des jeunes qui participent à ce programme Move for the World sont réinsérés dans la société. Donc c'est quand même énorme. Et évidemment, le pauvre Nader est sollicité de toute la Belgique, voire plus, puisque ça marche, que les politiques voient là une voie d'action formidable, mais qu'évidemment, lui, ne peut absolument pas fournir au-delà de ce qu'il peut faire, c'est-à-dire quelques centaines, voire 2000 par an, à travers plein d'actions. Et Nader s'est rapproché de Defimed et on s'est inspiré de leur expérience pour le reproduire. Et l'année dernière, on s'est appuyé sur une association qui s'appelle le PAGIP, qui encadre des jeunes en grande difficulté en Ariège. Vous voyez, c'est des territoires, ce n'est pas des grandes villes, ce n'est pas Marseille, ce n'est pas Nice, en Ariège. Et ils ont pris 7 jeunes en grande difficulté que j'ai rencontrés, certains drogués, d'autres, un qui était SDF hein, quand même. Et ils les ont emmenés, encadrés, en montagne, à la rencontre de métiers de l'écotourisme de montagne. Sport, berger... Et ça a été. Alors le film, vous pouvez le voir, on ne le diffusera pas là, mais vous pouvez le voir sur notre chaîne YouTube Defimed et j'espère bientôt sur la plateforme streaming. Mais il est assez bouleversant et ces jeunes ont été très très émus et très touchés par la rencontre humaine. Au-delà de leurs activités sportives où ils ont l'air d'avoir été conquis mais épuisés, la rencontre humaine a été formidable, notamment avec les encadrants.